Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en Gaspésie dans un voyage qui m'a profondément marqué. C'est là-bas, au cœur de cette région magnifique, que j'ai rencontré une famille extraordinaire dont l'histoire m'a bouleversée et inspirée tout autant. J'ai eu le privilège de passer du temps avec la talentueuse Ève Côté, humoriste québécoise que vous connaissez certainement, mais surtout une sœur dont la vie a été marquée par un événement bouleversant il y a plus d'une décennie. Le 8 janvier 2010, alors que Ève n'avait que 24 ans, son frère Jean-Michel a eu un grave accident de motoneige qui l'a laissé paraplégique. En un instant, cette famille gaspésienne unie s'est retrouvée plongée dans le monde de la proche aidance, un rôle qu'ils ont embrassé avec une force et une résilience admirables. Comment une famille fait-elle face à un tel bouleversement, surtout dans une région où les ressources peuvent être limitées ou éloignées? Comment l'humour peut-il devenir un outil de résilience face à l'adversité? Et comment le rôle de proche aidant peut-il redéfinir les relations familiales? Je vous invite maintenant à me suivre en Gaspésie, dans la maison familiale des Côtés. Commençons par rencontrer Bella, la mère d'Ève et de Jean-Michel. Du jour au lendemain, elle s'est retrouvée propulsée dans un rôle de proche aidante à temps plein. Madame Bella! Allô, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, toi? Ben oui, j'ai l'impression. De vous recevoir Moi, j'ai ici, l'impression à Gaspé. de vous connaître. Oui, bon, c'est le fun, ça. Comment allez-vous? Ça va très bien, et toi? Ben oui, merci de nous accueillir chez vous. Ça nous fait plaisir. Fait que là, on peut monter là-dessus? Oui, ben oui. OK. C'est comme tout un changement de vie, hein? Gros changement de vie. Ben là, on est chez vous à Gaspé. Je viens d'arriver, on a longé la rampe, on a monté dans l'ascenseur qui a été installé pour votre fiston il y a presque 15 ans de ça. Hein? Quand on vous ramène en arrière, ben là, comme ça, là, est-ce que vous repensez, en fait? Est-ce que vous repensez à ça des fois? J'essaie, moi, d'y repenser parce qu'on a vécu, je te dirais, un mois d'enfer. Parce que quand l'accident est arrivé, on ne savait pas la gravité. Il a été à l'enfant Jésus un mois entre la vie et la mort. OK. Je vous ramène il y a 15 ans. Vous étiez où au moment où vous avez reçu un appel? Il y a quelqu'un qui est venu vous voir? Moi, c'est-à-dire que Francis était parti en motoneige avec Jean-Michel. Donc, Francis, c'est l'ami de Jean-Michel. C'est son père. Ah, Francis, c'est votre mari. Ah, notre mari. Je connais pas Francis. Et moi, encore. j'étais couché, ça y est arrivé à 3h30 du matin, j'étais écarté de Jean-Michel, un accident, et je sais pas s'il va survivre, là. Là, de me coucher, vers minuit et demi, 1h. Il arrive à 3h30, il faut s'en aller à l'hôpital. Le temps de réaliser que c'était grave, ça m'a pris comme une demi-heure. Après ça, je me suis réveillé le 9 janvier au matin. J'ai redormi. Le mois de janvier, je l'ai broyé tout le mois de janvier. J'ai perdu 30 livres dans un mois. Je mangeais pas, je dormais pas, puis je faisais rien que broyer. Parce qu'avant de savoir, étant donné qu'il était entre la vie et la mort, on savait pas ce qui allait arriver. Fait qu'on a été un mois à Québec. Puis là, après un mois, on était très fatigué, là. On va être de la relève un peu. Francis devrait aller se reposer une semaine à Gaspé, ça nous ferait du bien. Mais on arrive à Gaspé, une de mes tantes dont je suis très proche fait un AVC. Elle décède. Oh mon Dieu, Seigneur! Ça fait que là, on m'emmenait me reposer. On est passé. On est arrivé le 5 février ici. Ma tante Fleurette a fait son AVC le 6, puis elle est décédée le 9. Fait que moi, mes cousines, je suis très proche. Une famille tissée serrée. Puis j'ai fait de l'hôpital à Gaspé, au lieu de l'Enfant Jésus. Je remontais après ça, trouver Jean-Michel la fin de semaine. J'ai passé une semaine à Gaspé, mais je me suis pas reposé. Je suis retourné à Québec, j'ai été 7 mois à Québec avec. Parce qu'il a été 2 mois, il était à l'Enfant Jésus du 9 janvier au 1er mars. Le 1er mars, il a été transféré à l'IRDPQ. Puis il était là jusqu'au 5 août. Fait qu'on a fait de janvier à août, on a fait 21 voyages à Québec. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Puis là, quand on a vu qu'il possiblement resté en fauteuil roulant, mais là, fallait faire ça, la rampe aménagée pour qu'il puisse s'en revenir à la maison. Ça a été une grosse hiver. Tu sais, il y a 27 ans, 26 ans, 27 ans. Il est en vie, il est hors de danger, il est quand même dans un fauteuil roulant, puis c'est incertain tout ce qui s'en vient. Mais là, pour vous, là, c'est tout un voyage qui, j'allais dire, qui s'amorce, mais qui se continue. Vous, c'est pas fini, là, comme parent, là, de... Mais non, mais je vais l'accompagner. Il est mieux rester ici comme je vais l'accompagner. J'ai fait des exercices avec à tous les jours, moi. Tous les jours, on fait une séance d'exercice. On avait installé même des jours qui se lèvent debout, mais il était, parce que le médecin, il avait dit qu'il comprend, le grand neurochirurgien de l'Enfant Jésus comprend pas pourquoi est-ce qu'il marche pas. Il dit, la vertèbre 9 a été, comprimée et non sectionnée. Il est pas de l'expliquer, c'est un grand neurochirurgien.
Il y a des affaires qu'on n'explique pas. Oui, on a espéré longtemps, on fait toutes sortes d'exercices, puis là, on réalisait qu'à un moment donné, qu'on s'est rendu à l'évidence. Mais je pense que c'est les exercices, le temps nous a permis d'accepter. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu passes à autre chose. Puis vous, est-ce que vous avez accepté? Est-ce que ça a été plus dur pour vous ou pour lui? Pour vous, ça a été plus dur pour moi que pour lui. Ouais. Parce que Jean-Michel, moi, c'est lui qui nous l'a fait accepter plus, je crois. C'est Jean-Michel qui nous a guidé là-dedans, nous a fait accepter son handicap. Ben, sa force à lui, Sa de force. caractère, de tempérament. Fais-toi-en pas, mais vivre très bien ma vie. Puis... Fait que cet enfant, c'est lui qui nous a fait accepter. Puis en même temps, il y a eu cette journée-là, évidemment, dont votre mari a été témoin. Il était là quand c'était arrivé avec son fils. Lui, il a dû rester quand même en état de choc. Je comprends. Francis, il avait sûr qu'il avait un choc post-traumatique. Il n'y avait plus de mémoire. Moi, je suis certaine qu'il a été ébranlé beaucoup avec ça. Puis là, vous disiez tantôt, tu sais, comme couple, c'est éprouvant. Parce que là, vous dites que vous avez pleuré beaucoup. Beaucoup. Puis je trouve, pour traverser, d'abord, c'est une épreuve, ça prend beaucoup d'amour. Puis il faut absolument que quand tu arrives à un événement comme ça, faut que l'enfant, il faut qu'il soit très accompagné, il faut qu'il sente qu'on ne le laissera pas tomber. Ça, c'est important. Ça. Parce que le premier mois, ça a été éprouvant, très éprouvant. Et quand on a su qu'il était hors de danger, mais là, on pouvait y parler, parce qu'il était, moi, sans parler, il avait perdu comme, je pense, c'est 50 livres, il avait perdu. Rien que sur solitude. Puis après ça, mais c'est sûr qu'il y a eu des moments que Jean-Michel, il était triste aussi, c'est normal aussi, mais il y a quand même, je trouve qu'il a terriblement bien évolué avec son handicap. C'est incroyable parce que je dirais qu'il a plus évolué que nous autres. Ah oui, hein? Plus évolué, peut-être plus vite que nous autres. Oui. Alors que lui, il aurait pu rester écrasé puis à terre, hein? Ouais. Puis tomber dans une dépression qui finit plus. Il dit qu'il n'a jamais pensé aussi, parce que moi, je parlais avec Jean-Michel, il a tué des idées noires. Tu m'en dis, quand tu viens que tu as des périodes un petit peu plus sombres, là, il dit, j'ai jamais pensé à ça, maman. Jamais. J'aime trop la vie pour ça. Quand on regarde justement le Gabriel, Ève, tout ça, votre famille, là, je veux dire, tout le monde vit un choc à ce moment-là, là, tout le monde, parce que vous êtes proches, là, fait que... Oui, tout le monde vit un choc, puis là, les filles sont... Parce que Jean-Michel, ce qu'il a trouvé dur aussi, ses sœurs étaient à Montréal, mais pas seulement qu'il était à Montréal, il n'y avait pas d'appartement qui pouvait y aller, il restait au deuxième ou troisième étage. Fait que là, avec le temps, les filles ont pris des appartements, avec Ève, s'est acheté un condo, un rez-de-chaussée, puis Gabriel s'est pris un appartement qui pu rentrer avec une rampe au rez-de-chaussée. Mais votre dynamique de famille, justement, là, est-ce que tout le monde, j'imagine tout le monde a été affecté, tout le monde a vécu un choc épouvantable? Ah oui, je pense que ils ont trouvé ça dur, les filles aussi, là. Parce qu'ils sont venus nous trouver à Québec, tu vois, quand il était entre la vie et la mort, Gabriel puis Ève. Ève était à Gaspé à l'époque, elle travaillait au Brisbane. Puis Gabriel était à Montréal. Puis quand l'accident est arrivé, Gabriel était d'une fête d'une de des bonnes amies. Puis après ça, on l'a rejoint. Bon, nous autres, on pensait pas que c'était si grave que ça au début, là. Mais à mesure que ça avançait, on voyait bien que c'était grave, là. Il y a nous trouver à Québec. Je suis sûr qu'il avait bien de la peine de nous voir de même. C'était un choc. Tout le monde a vécu un choc, c'est sûr. Puis vous, en plus, parce qu'il y a une chose qu'il faut pas oublier, vous veniez tout juste de prendre votre retraite. Là. Vous avez été infirmière pendant 31 ans, c'est ça? Non, moi, je n'ai pas été infirmière pendant 31 ans. Moi, quand j'ai commencé à enseigner au cégep, j'avais un cours en diététique. J'ai enseigné au cégep pendant des années. J'ai été 34 ans et demi au cégep. J'ai enseigné en diététique, en nutrition. Les dernières années, je m'étais restée comme infirmière. J'ai enseigné en soins infirmiers les 6 dernières années avant ma retraite. Puis vous veniez de prendre votre retraite? Ça faisait une semaine, j'étais à la retraite. Vous, avez-vous eu peur de faire une dépression? Pensez-vous que vous avez fait une dépression? Non, pas fait de dépression. Bien de la peine, j'ai pas fait de dépression. Puis on va chercher où la force de vivre ça? Mais comme on s'est dit, quand nous arrive un événement comme ça, une épreuve de même, il y a deux possibilités. Tu sombres dans la dépression ou tu te retrouves ses mains puis tu fonces. Puis nous, il y a du monde qui aime la vie. Fait qu'on s'est dit, si on est trop triste, Jean-Michel, il va être encore plus triste. Fait qu'on va essayer de s'amuser puis on va essayer de rendre ça le plus facile possible. Parce que tu viens de broyer, ça avance pas bien. Non, c'est sûr. Mais vous dites quand même que le premier mois, vous avez pleuré beaucoup. Mais là, il n'avait pas connaissance, comme je dis, il était dans le pommeau. C'est ça, hein. Mais après, quand ils ont commencé à y parler, là, ça s'est amélioré de jour en jour, mais c'était quand même assez long. Puis vous, Bella, êtes-vous capable de me dire qu'est-ce que vous pleuriez? Mais de toute façon, on avait peur de le perdre, parce qu'il ne savait pas s'il allait vivre ou mourir un mois de temps. Mais quand il était hors de danger, après ça, on va dire, s'il reste par plus jours, on disait à Francis, bon, on va s'organiser pour l'emmener chez nous, s'organiser pour lui rendre la vie plus facile possible. Il fallait se retrouver ses mains puis aller de là. On peut pas reculer, il faut avancer. Tellement. Puis on a avancé. C'est ça, hein? Parce qu'on n'a pas le choix aussi. Puis avez-vous eu l'instinct quand même, Bella, ou est-ce que vous aviez quand même vos 2 filles, là, mais tu sais, la peur de l'épuisement, là, le surménage, là, d'être
ça devient quasiment une fatigue chronique. Là, on en a rencontré des gens comme ça. Là. Avez-vous vécu ça? Avez-vous Non, eu j'ai peur pas fait de fatigue chronique. La seule affaire que j'ai eue, c'est plus mal aux épaules. Parce qu'à cause des exercices, lever les jambes, c'est quand même assez pesant des jambes. Oui. Fait que c'est plus des tendinites que j'ai faites, mais j'ai pas de fatigue chronique, non. Puis est-ce que vous vous permettiez des moments de répit quand même, des moments de recul? Un petit 24 heures, 48 heures, là. Oui, quand Jean-Michel était plus, je le voyais plus heureux, si tu veux, dans son histoire. Je me permettais, des fois, que mes amis, on pouvait partir une couple de jours, là, dans un chalet ou... Fait que vous vous permettiez ça quand même. Mais pas la première année, ça a pris quelques temps. Oui. Puis si vous parliez justement de l'évolution de Jean-Michel dans tout ça, il a quand même super bien évolué. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles? Y a-t-il eu des étapes là, qui ont été comme un peu ouf, ça a été rough, ou ça s'est quand même bien déroulé? Moi, je te dirais que ça s'est quand même assez bien déroulé. Parce que Jean-Michel, tu vois, l'accident, ça remonte à 14 ans, presque 15 ans. Là. Je te dirais que peut-être ça a été les 2 premières années qui ont été rough dans ce sens d'accepter, faire des exercices, puis accepter aussi... Cette nouvelle vie. Nouvelle vie. Parce qu'il n'a pas retourné à l'école tout de suite, là, Jean-Michel. Sa grande sœur, sa grande Gabrielle, a dit, il faudrait que, tu retourneras à l'école, je vais me faire de quoi, parce qu'on voyait bien que s'il restait si tu restes en fauteuil, tu vas faire le même job que tu faisais, c'est sûr. Mais je pense Gabrielle l'a aidé dans ce sens-là. Pour moi, elle l'a poussé. Ça a été peut-être un petit la vie continue. Ouais. Quand vous repensez à ça, là, puis vous refaites là, un bilan, est-ce que ça fait longtemps que vous avez parlé de ça? Ce dont on parle, ça fait-tu longtemps que vous avez parlé de ça? Ça fait un bout de temps, oui. Fait que, tu sais, vous avez appris beaucoup de choses à travers ça, j'imagine, de vous-même. Ben oui, j'ai appris que je pouvais être très, très aidante, effectivement. Puis avec mon fils, c'est sûr qu'on a développé une relation très proche parce qu'on était ensemble à tous les jours, les exercices. Diriez-vous que ça vous a rapproché? Oui, c'est sûr que ça nous a rapprochés, c'est sûr. Ah oui, hein. Tu sais, quand tu manques, tu as peur de perdre quelqu'un, ça vire les sentiments, ça se travaille l'intérieur. Là. L'importance de cette personne-là. Ouais. Vous le saviez déjà que votre fils était important pour vous, puis Ben je pense oui, que vous aviez déjà une belle relation. Ah oui, très belle, mais je trouve que c'est sûr que c'est sûr que ça nous a soudés davantage. Est-ce que vous diriez que ça a fait le même effet sur toute votre famille, les sœurs, les frères, Ève, Gabriel? Oui, je dirais qu'ils sont assez proches. Puis Jean-Michel, c'est un gars qui est terriblement chaleureux aussi. Attachant. Puis il aime la vie, puis il aime le monde, puis il est content de parler avec ses sœurs, puis il est content aussi d'avoir fait la structure du choix à Ève. Tu sais, il s'était impliqué. Puis je te dis, il pourrait être humoriste aussi. Très comique. Mais je dirais que la répartie dans votre famille, c'est assez... Ouais, là. c'est assez commun, hein? C'est extraordinaire parce que quand on arrive ici, on a l'impression qu'on vous connaît depuis 20 ans au moins. Ça fait ça des fois quand tu rencontres du nouveau monde, on dirait qu'on les connaît. Oui, mais vous faites c'est de la ça, façon. C'est pas tout le monde qui fait ça, là. Vous faites ça. Oui. Parce que vous aimez le monde. En terminant, là, on pourra en parler, puis on va parler avec Jean-Michel, tout ça, mais si vous aviez des conseils à donner, hein, on dit toujours, mon Dieu, je pourrais pas donner des conseils à personne, mais s'il y a des choses que vous avez retenues, tu sais, soit des conseils de, moi, voici comment ça a fonctionné, ou voici ce que je referais pas, ou ça serait quoi? Qu'est-ce que vous partageriez avec des gens qui sont dans la même situation que vous avez? Je trouve que pour vivre une situation comme celle-ci, là, comme celle-là, ça prend beaucoup d'amour. Si t'as pas d'amour, tu passes pas à travers une épreuve de même. Puis il faut que le couple soit solide, puis il faut que ses sœurs, la famille, la fratrie, il faut qu'ils soient assez proches aussi. Tu sais, il y a des fratries qui sont pas si proches que ça, puis il y a des couples, c'est pas si solide que ça. Mais ça peut amener une séparation. Quand il n'y a pas d'amour dans le couple, puis il n'y a pas d'amour dans la famille, ça prend beaucoup d'amour, puis un don de soi, vraiment. Ouais. Mais un coup que tu as ça, là, tu es capable de passer à travers bien des épreuves. Merci, Bella. Comment vit-on le fait d'être une sœur à distance quand son frère traverse une telle épreuve? Ève, humoriste reconnue, a dû jongler entre sa carrière montante et son rôle auprès de sa famille. Comment a-t-elle géré la culpabilité de poursuivre ses rêves alors que son frère faisait face à de tels défis? Et comment l'expérience de Jean-Michel a-t-elle influencé son humour et sa façon de voir la vie? Ève nous raconte comment elle a trouvé un équilibre entre sa vie professionnelle à Montréal et son désir d'être présente pour sa famille en Gaspésie. Je
pensais jamais de me retrouver dans ta maison d'enfance à vos côtés. Je peux pas croire, Marina, je t'ai t'ai écouté sur la petite lucarne des années. C'est fou, hein? C'est le fun, puis on dirait que tu fais bien raide dans la famille. Oui, mais c'est Ouais. ce que je dis depuis tantôt. Mais toi, quand je t'ai rencontré, là, c'est exactement le sentiment que j'avais. Ouais. Que j'avais l'impression que je te connaissais depuis 20 ans. J'étais arrivée ici, j'ai le même sentiment par rapport à ta mère. Ton frère est arrivé tantôt, c'est comme... C'est ma famille. Ben, c'est ça. Mais on se fait souvent dire qu'on est comme des Italiens. Oui. Ouais, on a Ouais. comme cette veine-là de touche pas à mon monde. Oui, Ouais. t'as tellement raison. Ouais, Là, toi, là, t'es la petite sœur de ton grand frère. exactement. C'est ça. T'avais quel âge quand ton frère il a eu son accident? Lui, il avait 26. Il y avait a eu 26, c'était au mois de janvier. Il allait avoir 27, donc j'avais 24, j'allais avoir 25. Toi, t'étais où ce jour-là, cette nuit-là, ce moment-là? Moi, je rentrais du bar avec mon ancien chum. Maître au bout de la table en train de manger un entrecôte parce qu'elle venait de tomber à retraite. Puis elle arrivait de son party de retraite. Puis là, elle avait comme, tu sais, des parties qu'elle avait pas mangé. Elle avait rien que pris un verre, elle avait Oui. dansé, puis elle avait eu terriblement du fun. Fait qu'on rentre, maître au bout de la table en train de manger un steak, il est minuit et demi, genre. Je suis là, elle dit, ah, terriblement faim, j'arrive à mon party, c'est parfait. On prend un autre petit verre, tu sais, c'est très festif, là. Puis après ça, on va se coucher. Puis là, le téléphone sonne dans la nuit. On répond pas. Mais souvent, mon frère et mon père, ils allaient dans le bois, puis là, ils nous appelaient, un peu chaud d'ail, on vous aime, ben, tu sais. Ils faisaient ça. Fait que là, j'ai fait, hey, réponds pas, ça doit être pas pour nous dire qu'ils nous aiment, là, tu sais. Fait que finalement, ça ressonne. Fait que là, lui, il se lève, il arrive, il dit, c'est ton père. Je dis, ah, c'est ça. Je savais, il veut nous dire qu'il nous aime, ferme ça, couche-toi. Finalement, mon père arrive en trombe. Bella, lève-toi, Jean-Michel vient d'avoir un accident, il est entre la vie et la mort, il va perdre des morceaux de rein. Ça, je me rappelle de ça, là, comme si c'était hier, là. Mais d'autres, on vient de se coucher pompette, là. Là, ma se lève, mais elle est bien raide. Puis je me rappelle, avant de claquer la porte, elle a dit, bonne retraite, Bella. Moi, j'étais encore couché dans ma chambre. Ça, c'est le souvenir le plus franc que j'ai de l'événement. Puis là, les heures, là, les jours, les heures qui ont suivi, tout le monde était un peu en mode panique parce que c'est Ici, l'inconnu. là, c'était le moulin, ça rentrait. Ouais, là, c'est ça, ils l'ont opéré ici, mais là, il faut qu'ils partent à Québec. Fait que là, mon père et ma mère sont revenus. Ils ont fait un petit bagage, ils sont repartis pour Québec. Puis ma mère est restée là, je pense, après un mois avant qu'elle redescende. Je pense qu'elle est descendue parce qu'une de ses tantes qui est décédée. Puis là, ta sœur, Gabrielle, était où, elle? Elle est à Montréal. Elle était déjà à Montréal. Ouais. Puis elle, à Montréal, il était mort, là. Un bout qu'elle avait entendu ça, là. Elle savait bien que... Mais tu sais, le mot se passait, mettons. Fait que ça a été une semaine, je te dirais, parce qu'il y a 2-3 opérations. Après ça, il y avait des morceaux d'éclisse, parce que lui était empalé par une Oui. branche d'arbre. Fait qu'il y avait comme des morceaux d'écorce, d'éclisse de bois qui restaient. Fait que là, il a fait de l'infection sur le poumon. Fait que je pense qu'il y a eu 3 opérations à Québec, là-bas. Puis le neurochirurgien qui l'a opéré comprenait pas pourquoi il marchait pas. Oui, qu'elle parce était que compressée, la c'est moelle ça, a c'était pas brisé, sectionnée. c'est Exact. ça. Ouais. Fait que moi, je travaillais en communication dans ce temps-là. Fait qu'on partait le vendredi soir. Il y avait tout un une de mes amies qui montait avec moi. Notre voisine d'enfance, Stéphanie, qui est comme quasiment une sœur pour nous autres, qui connaît très bien mon frère, puis moi puis Gabriel. Fait qu'on montait à Québec le vendredi soir après la job. On allait à l'hôtel le samedi, on s'alternait pour des visites. Puis on redescendait le dimanche. On a fait ça pendant comme un mois. Puis là, quand t'arrivais là, puis tu voyais ton frère, il était dans quel état? Puis toi, ça te mettait dans quel état? J'étais comme... on dirait que j'y croyais pas. J'étais pas dans les grandes crises de larmes. Tu sais, oui, il y en a eu, mais on était comme... Ça va bien aller, on va... En étape choc par étape. aussi. Puis ouais, c'est ça, il y a un certain choc. Surtout qu'au début, il était dans le coma. Après ça, quand on est retourné, mais il était sur de la médication. Écoute, il me regardait, il me dit, t'as dormi le poil du nez long. J'étais comme, voyons. Il Là, hallucinait, il y oui. avait des affaires. Puis il voyait, comment ça, Père, il y a des slings dans le coin de la chambre. Père était comme, je sais pas c'est quoi, des affaires de skidoo, là, parce que lui, Oui, oui. ses derniers souvenirs, il était en skidoo. Là. Oui. Le père regardait, il n'y avait rien dans le coin de la chambre. Il dit, je sais pas ce que ça fait là. Puis il était... Il y avait des hallucinations. ouais, il était buzzé, puisqu'il était dans un coma provoqué, parce qu'il était tout... En morceaux. Ah ouais, magadé, là. Puis là, toi, tu vois tes parents, parce qu'on parlait de ton père, tu sais, je veux dire, ton père a dû avoir un méchant choc. Là. Ouais. Il était là. Lui, il était là, c'est ça. Heureusement qu'il y avait un ami ambulancier qui était avec eux autres aussi, parce que mon père, lui, l'aurait ramené au camp. Il dit, on va aller le mettre au chaud. Il dit, non, il dit, tu touches pas, là. Il dit, toi, va chercher des couvertures. Après ça, il a descendu dans une traîne. Il dit, il se rappelle de toute sa descente, là. Il dit, je savais pas ce que j'avais, mais ça faisait mal. Puis, il y avait un médecin de garde à Gaspé, in extremis, cette soirée-là, qui est un grand chirurgien qui... j'avais servi au Brisbane, d'ailleurs, j'avais été le voir, je merci d'avoir sauvé la vie de mon frère. Parce que c'était vraiment un très bon chirurgien qui l'opérait ici à Gaspé. Fait que bref, je me souviens que quand on était à Québec, mon père était plus lucide. Il y avait une lecture plus franche de la situation. Il était comme, on fera plus de skidoo. Il était plus vraiment dans la tristesse. Ma mère était comme dans le, non, ça va bien aller, on va prendre ça étape par étape, ça va bien aller. Fait que toi, est-ce que tu as vu tes parents brisés à travers ça? Cassé en morceaux. Ouais.
Puis en même temps, nous autres aussi, on l'était, mais là, on voulait être fortes pour eux autres, tu sais, moi et ma soeur. Fait que moi et C'est ma soeur, tout on a ça, plus hein. vécu ça ensemble, à quelque part. Puis mes parents, c'est ça, ils n'avaient assez sur les épaules. On n'a pas rajouté notre peine à la leur, mettons. On l'a vécu, moi et ma soeur, mettons, en retrait avec nos amis. Puis les autres, ben, il y avait du support aussi, mais tu sais, t'en as jamais assez. Là, parce que tu veux t'entourer de 100 personnes, mais finalement, t'es de même dans le coin. Puis... Ouais. Puis toi, tu dirais-tu que t'as gardé des séquelles ou comment dire, un choc par rapport à ça? Est-ce que tu dis que tu l'as vécu beaucoup avec ta sœur? Ouais. Donc, mettons, la peine, le deuil de ça, la colère, il doit y avoir plein d'affaires toutes les là-dedans. phases Là. du deuil, ouais. Mais tu sais, est-ce que des fois, tu as eu comme... parce que ça fait quand même, ça va faire 15 ans, là. Ouais. Est-ce que tu as eu des relents de ça? Est-ce que des fois, tu as des flashbacks parce qu'il reste que tu es très proche de ton frère? Ouais, je suis super proche de lui. C'est plus des fois quand je fais des activités. Moi, je suis quand même casse-cou, puis tu sais, j'aime me mettre en danger. Fait que des fois, je fais comme, moi, je peux pas, là. Ma mère, ça s'en sortira pas, là. Fait que des fois, dans des situations de danger, mettons, je fais comme, non, moi, finalement, on va prendre un petit bateau au lieu de descendre la rivière sur le morceau de bois que tu me proposes, mettons. Je te donne. Mais sinon, au contraire, ça a été l'inverse qui est arrivé. J'étais comme, OK, la vie, elle passe une fois, puis il peut arriver quelque chose là. Fait que c'est ce qui m'a donné mon moteur pour m'inscrire à l'école de l'humour. Ça a été vraiment comme. Ben, c'est ça, j'allais mon dire, parce que virage, toi, là. à l'époque, tu dis que tu travaillais en com, mais tu t'en allais en travaillais en technique com. policière Ouais, aussi. je m'en allais en technique policière, j'ai fait 1 an. Puis pendant la technique policière, j'ai fait cégep en spectacle. Puis là, j'ai fait comme, OK, moi, c'est ça que j'aime. Là. Fuck off, là, arrêtez de me mentir que je peux être police ou je peux être conseillère aux communications avec ma robe à collerette, là. C'était pas moi pas tout. Hey, mon Dieu. Avec ma robe à J'avais des robes, du château, écoute, j'étais chic. Puis j'essayais de me faire à quoi, mais j'étais pas bien. J'allais dans des conférences de presse, j'essayais de la parole à l'honorable. Puis là, j'étais comme tout le temps sénère de faire une faute d'étiquette parce que c'était les fêtes du 475e à Gaspé. Fait qu'on recevait bien de l'honorable puis des personnes que tu sers pas à la main, là. De personnes que tu sers pas la main, faut pas que tu y touches à lui. Non, c'est ça. Fait que j'ai ça. Puis tu savais qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Ouais. Puis quand là, j'ai la fait- technique policière, c'était une possibilité. Ça venait de où, Oui, ça? 19-2. Ça passait à la TV dans ce temps-là, ça avait l'air le fun. Bête de même, je veux même pas, je me cherchais. Mais en même temps, je savais ce que je voulais, mais j'étais pas game. Puis quand ça s'est arrivé, j'ai fait comme, moi, si je l'essaye pas, ça se peut qu'il m'arrive ça et tout, puis je l'aurais pas essayé, puis je m'en Ça vouloir. t'a fait ça t'a Ouais. comme éveillé à ta vie de faire, hey, regarde, là, C'est ça. lui, il a passé à 2 cheveux, puis il en reste une demi, là. Exact. Fait que moi, je me dis, c'est si ça. ça m'arrive, un accident de main, parce que moi, après ça, c'est comme je te dis, là, j'avais tout le temps peur de me faire mal, j'étais comme à m'en vouloir de pas l'avoir essayé. Fait que là, Imagine, puis ça t'a amené vers ton destin, en fait. C'est ta vie aujourd'hui. ouais. Et je pense pas, si ça s'était pas arrivé, je pense pas qu'on se jaserait au bout de la table chez Papy Maman aujourd'hui. Ah oui. Ouais, hein. j'étais chicken, tu sais, quand tu viens d'une petite place comme Ouais. si c'est inaccessible, c'est un autre monde, là. Puis en même temps, ta mère a dit que c'était toi, ça, depuis que t'étais petite. Oui, moi, Elle t'a dit, fréquentais va-t'en pas comme policière, tu seras pas heureuse. Ouais, mais elle disait tout le temps, va te chercher une job, puis quand tu seras assuré de tes Ouais. arrières, si tu veux, tu l'essayeras. Tu sais, c'est cette mentalité-là, Ouais. là. Organise-toi pour être capable Ouais. de vivre, puis après ça, tu iras t'amuser. Puis en même temps, ton frère, bon, il y a comme, à quelque part, on pourrait dire qu'avec lui, puis ton destin face à son histoire à lui, il a comme provoqué ça en toi. Puis c'est allé plus loin que ça, en fait. C'est que il t'a aidé à écrire. Oui. Au début, tu faisais la première partie de Lise Dion. Exact. Tu sais, quand tu sors de l'école de l'humour, je savais pas par quel bout de prendre ça. Moi, si tu de la radio, j'étais pas prête à faire un show, j'avais rien à, tu sais. J'avais pas de numéro de rodé tant que ça. Fait que bref, il m'avait appelé. Il y a une bonne oreille, il y a une bonne écoute. Il dit, ben non, là, viens-t'en. Il dit, on est comique, on va écrire, m'a t'aider. Parce que lui, il était encore en réhabilitation. Fait qu'il avait pas de job. Parce que lui, il travaillait dans le Nord. Fait que bref, il fallait absolument qu'il se réoriente pour gagner sa vie. Il aurait pu ne pas jamais travailler parce qu'il avait des assurances pour toute sa vie, là. Mais maintenant, il a fait comme, bon, OK. Un coup que le deuil est complet, je sais pas exactement comment d'années, mais je te dirais 5-6 ans, certain que ça a pris parce que là, il allait à la piscine à tous les jours et ma mère faisait des exercices. Écoute, elle était debout dans le lit. À Elle l'accompagner. tirait les jambes, puis rien qu'elle a pas fait, là. Puis c'est ça, je suis descendu, on est parti dans le bois, rien que les deux. Puis c'est là qu'on a commencé à écrire, puis qu'on se faisait rire. Moi, je suis reparti avec ça. J'ai testé des trucs, ça marchait. Je fais comme, man, on a un filon. Fait que là, je tapais mes textes, j'y envoyais. Là, il repunchait ça, il me le renvoyait. Moi, je faisais des nouvelles jokes dans la première partie des Dion. C'est de même que j'ai monté mes premiers numéros. Aurais-tu pu penser ça? Parce que, de toute évidence, vous êtes une famille très proche, là. Ouais. Mais est-ce que tu dirais qu'à travers cette épreuve-là, parce qu'on, si on veut revenir à l'histoire de ton Ouais. frère, est-ce que tu dirais qu'à travers cette épreuve-là, cette étape-là de votre vie, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Qu'est-ce que ça a changé entre vous? Qui était pas là ou qui était moins là ou qui... Ben, je Comment te tu dirais dirais? que c'est à plusieurs niveaux. Tu sais, ça a pris du temps avant qu'on se donne le droit d'avoir du fun, mettons. Je me rappelle les premiers temps des fêtes, là.
Mêmement, là. Vers le 6 janvier, elle commence à mal dormir. Là. Là, ça va faire 15 ans, puis elle le sait. Puis là, je l'appelle le 8. Là. Ouais, pensé à ton frère toute la journée. T'as-tu pensé à ton frère? Oui, mais j'ai pensé à mon frère. Tu sais, comme oui, c'est encore ça l'habite là. encore. Alors que mon frère, lui, il a fait son deuil de ses jambes plus vite que ma mère a fait les deuils de ses jambes. Fait Tu que- trouves ça, toi? Toi, Ouais, c'est ça, là, ton... complètement. Parce qu'elle, elle m'a pas dit ça, tu vois, mais toi, t'es Ouais. capable de dire ça. Oui, puis à un moment donné, c'est Jean-Michel qui a dit « Maman, je ne remarcherai pas. » Il dit « C'est moi qui me sens. » Écoute, ma mère, je l'ai ramassée sur le bord du comptoir. Elle était défaite, là. Quand il a dit ça. Au début. Mais quand il a dit ça aussi, là, ça en garde. Quand il est déménagé d'ici il y a 6 mois, elle n'est pas descendue en bas, là. Elle est juste descendue, puis tu sais, mère, une femme forte, mais tu sais, elle vit quand même des émotions, mais elle ne laissera jamais paraître. Je pense que j'ai vu ma mère broyer 3 fois dans ma vie, là. Elle la tient le fort, là. Puis elle est descendue avec une fois, puis elle a fait comme... Elle dit, là, m'aller te voir chez vous, elle a dit, là, je suis trop pris dans mes émotions, là. Fait qu'elle remonte en haut. Elle n'a pas aidé à déménager. Moi, j'étais descendu, j'avais des shows, fait que ça a bien fait, on l'a tout déménagé. Fait qu'il y a quand même une petite carapace de ma mère qu'on a percé un peu, mais c'est quand même, comme je te dis, c'est pas une femme qui braille. Mon père, lui, il braille. J'avais jamais vu mon père pleurer de même, puis maintenant, il se laisse aller. Vraiment, tu sais, mettons, en direct de l'univers, Isabelle Boulay qui est venue chanter Que c'est beau la vie, mon père, il est plus capable de la chanter depuis l'accident. Parce que mon père, c'est un grand fan de karaoké. Mais depuis l'accident, il trouve ça beau la vie pareil, mais c'est son gars, tu sais, il était tout le temps dans le bois ensemble toutes les fins de semaine. Il s'est senti oui. coupable aussi, un bout, mon père. Ah oui, il a vécu ça, ton père, Un comme peu, ça. ouais. Même les amis de skidoo qui étaient avec eux autres, ils se sentaient coupables. C'est comme, c'était un accident, tu peux rien faire, les boys. Fait que ça, mon père, ça a vraiment ouvert le canal émotion. Ma mère, elle se garde encore une petite gêne. Puis moi puis ma soeur, écoute, c'est ma meilleure amie, j'y dis tout. On était plus comme, je peux pas te dire dans le paraître, là, on est quand même des gens très humains et tout Oui, ça, oui. mais tu sais, on se gardait une petite gêne avec nos histoires. T'es comme, qu'il n'y aurait pas le monde avec ça, mais là, on ouvre, là. Depuis ça. Ben Fait oui, que est-ce depuis- qu'on pourrait dire, comme en conclusion, que ça vous a vraiment ouvert les uns aux autres davantage, puis que ça a juste solidifié encore plus Complètement. cette affaire-là qui était tellement solide dès le départ? Oui, puis de pas avoir peur de te demander de l'aide aussi. Là. Tu sais, à un moment donné, mes parents, au début, t'as une grosse vague d'amour, tout le monde est là pour toi, tout ça. Puis à un moment donné, ils se sentaient tout seuls. là. Fait que t'es comme, on veut voir du monde, tu sais, on a besoin de monde. Parce que des fois, même mon frère, ses amis, ils osaient pas venir le voir parce que je suis pas capable de le voir de même. Moi, je me rappelle, j'étais au bar, j'avais croisé un de ses amis, j'étais comme, va le voir. Ah, je suis pas capable de le voir de même. Je pense qu'on est capable, nous autres. Mais c'est ça, là. Puis c'est de ça qu'il a besoin. Ben ouais, Ben fais un oui. homme de toi et puis va voir ton chum. Ils étaient tout le temps ensemble. Puis à un moment donné, c'est ça. Et puis personne qui osait. Mais go, c'est le même Ouais, gars, là. comme souvent les gens disent, on veut pas déranger. Ben non, arrête non. de penser que tu déranges pas, C'est parce que ça. c'est en pensant que tu déranges pas que tu déranges finalement. Et voilà. Parce que les gens C'est se ça. sentent abandonnés, se sentent seuls, Ouais. puis ils ont besoin, même s'ils ont pas toujours le goût sur le moment, de se faire amener ailleurs, ne Ouais. serait-ce que de rire, prendre un café, parler de la pluie et Exact. du beau temps. Hein. Fait que ça nous a aussi soudés parce que vu qu'il y avait moins de gens dans les entourages, mettons, on était tous ensemble. Tu sais, même ma tante aussi qui reste à Gaspé, Ouais. mon oncle. Tu sais, ça a été le noyau fort de toute cette aventure-là. Là. Qu'est-ce que tu as découvert, Ève, de ton frère à travers ces années-là, ces mois-là? Là? C'est surtout la première année qui a été... Tu sais, ta mère, c'est quoi, 7-8 mois? Elle était avec lui tout le temps, Ouais, à Québec, Québec. Granby, elle s'est promenée aux quatre coins du Québec avec Ouais. lui. Qu'est-ce que tu as vu? Comment tu regardais? Tu le voyais comment, ton frère? Ça, c'est comme moi, c'est ça, j'avais 24 ans. Fait qu'on on commençait à être plus bodé, parce qu'au début, quand t'es jeune, tu fais rien que te battre. Puis, On se tape ses nerfs. c'est exactement. tout, hein? Fait que là, on commençait notre. Ça faisait comme peut-être 5 ans là, qu'on se tenait comme ensemble. On allait au bar prendre un verre, tu sais. Puis là, quand c'est arrivé, bang! Puis après ça, de le voir se relever de ça, mais avec la bonne humeur. Mon frère, c'était un bout en train. Là. Il se lève, il chante à toutes les matins. Il en est quasiment fatiguant, tellement qu'il est de bonne humeur tout le temps. Mais ça a jamais lâché. C'est sûr qu'il y a des bouts, mettons, là, que tu essaies de te transférer, finalement, tu tombes sur le cul. Au début, tu pognes les nerfs, puis tu sacs, puis... tu sais, il y a de la colère, là. Mais là, je sens plus qu'il y a cette colère-là qui l'habite. Mais l'as-tu vu, c'est ça? T'as-tu vu ton frère frapper des murs, là, dans le sens de brailler Ouais. sa vie, Crier être en comme... calme? Tu sais, comme... C'est ça, ma vie, à cette heure-là. Mais j'aime la vie, mais ce petit bout-là, ça m'énerve. Puis là, à cette heure-là, des affaires, des mêmes situations qui arrivaient il y a peut-être 7 ans, ça réarrive là. Tu sais, il y Il a... est fort, hein? Force de caractère que j'aurais jamais, là. Parce que, tu sais, je veux dire, peu importe l'âge, mais je veux dire, ça y est arrivé, il avait 26 ans. Mais ouais. Je veux dire, ta vie commence. Ah oui, il commençait, tu sais, il y avait une belle job, il y avait, tu sais, son La pick-up, job, son les skidoo. femmes, Ouais, les blondes, ben les oui, bars, absolument. les- Ben oui. Tout ça, c'est comme freiné, mais on Il y avait dirait une blonde quand c'est arrivé. c'est ça, hein? C'est sûr qu'elle restait un bout, mais après ça, tu sais, elle restait à Nouvelle-Écosse, là. Parce qu'ils se rencontraient, ils travaillaient ensemble dans le Nord. C'est ça. Mais tout ça, il s'est jamais... Tu sais, mettons, il y a des gens qui le rencontraient, ça, ils m'avaient conté ça, je ne revenais pas. Tu sais, hey, moi, si ça m'arrivait,
voudrais pas rester ici, je me passerais. Dis ça à ton frère qui débarque pour la première fois au Provigo là, parce qu'il a eu enfin son pick-up adapté. Là. Fait comme, ben, moi, j'aime ça vivre, puis Imagine, je continue. Tu C'est sais, les gens sont maladroits. Il a entendu, lui, là, de toutes les sortes, puis des regards. Mais au début, il était comme plus craintif de sortir, là, à cette heure. Ah oui, puis il y a une force, il y a un orgueil, il y a un charisme incroyable aussi. Puis toi, est-ce que tu l'as vu dans des périodes de sa vie où toi, tu as eu peur pour lui, que tu disais, il me semble qu'il tombe en dépression, là, ou que ça fait des semaines et des semaines qu'il est dans tel état? Ah, mais j'ai jamais... Moi, j'appelle tout le temps. C'est ça. Ça va bien, puis on sait ça. On a vraiment... on était à cœur, tu sais, comme pas de bullshit, là. Ah, on me fait chier, m'ennuie, fait rien, nanana. Puis à un moment donné, c'est ma grande sœur. Elle y avait sauté dans la face. Parce que là, à un moment donné, tu viens d'une phase où c'est comme... C'est de la faute des autres, là. Taillis tout le monde. Ils viennent pas me voir. Ben ouais, m'appelle-les, toi. Tu sais, il y a ça aussi, là. Ils viennent pas me voir. L'as-tu appelé? Non, mais il sait que je cite. Ben, peut-être pas. Appelle-les, toi. Tu sais, va vers l'autre aussi. Ah oui. Fait que avoir des attentes aussi, à un moment donné, c'est comme, ben non, tu peux pas avoir d'attente, là. C'est toi qu'il faut qu'il fasse un... Aussi. Tu vas avoir du monde à souper, ben appelle, invite. Puis ta sœur, elle y avait Ma tombé soeur, un peu. Parce que là, parce qu'à un moment donné, on s'en allait, nous autres, au Costa Rica, pour le jour de l'an. Mais là, c'était la période, tu sais, je veux dire, la grosse période de peine, de besoin d'être ensemble. Mais nous autres, on avait prévu d'aller traverser l'année au Costa Rica. Fait que ça n'avait pas fait l'affaire de la matriarche qui aime bien avoir son clan autour d'elle. Oui, ta mère n'était pas contente. Non. Puis mon frère non plus était déçu parce qu'il nous aime. On aime ça passer du temps ensemble. Sauf que nous autres, on avait prévu ça. Cette année, on fait ça. Exact. Puis il y avait comme, tu sais, comme, mais là, moi, toi, maman t'a dit. Puis il avait dit, ta vie n'est pas finie, t'es intelligent, t'es plein de talent, t'es plein de ressources. Là, c'est assez, là. Ton deuil est fait, tu l'as dit de tes jambes, mais là, go, retourne à l'école puis fais quelque chose parce que t'as tout ce que. Wow. T'as tout pour réussir en dedans de toi. Puis comment il avait pris ça? C'était rough. Ah ouais. Hein? Ouais. Non, tu fais pas pitié. T'as ta tête, t'as ton intelligence. Ici, ça s'est passé là, Marine, en arrière de toi. Je peux te dire, ça m'effraie d'une soirée. Ouais. Mais en même temps, il fallait que quelqu'un le dise. Là, parce qu'on là, il naviguait dans une petite zone un peu tampon entre les deux. Là. Et là, la prochaine étape, c'est quoi, là? Il commençait à en parler, mais ça, c'était au mois de décembre. Puis au mois de septembre, il rentre au cégep. Au mois d'août, il rentre au cégep. Est-ce que tu trouves que parce que tes parents ont été là, ils ont été très présents, puis ben, je pense qu'ils ont eu accès à certaines ressources, quoi, qui n'ont pas de l'air à en avoir eu tant besoin que ça. C'est ça. Mais toi, ton frère, est-ce que tu l'as vu? Parce qu'on s'est parlé il n'y a pas longtemps, puis tu disais, ben, tu sais, sa chaise roulante, si elle brise, on est à Gaspé, c'est pas évident pour lui d'avoir accès à des morceaux de chaise roulante. Tu sais, je veux dire, c'est pas de la coquetterie, là. Non, c'est ça. Il y en a besoin pour se déplacer, là. C'est long. À un moment donné, je pense qu'il est obligé de faire une plainte pour que ça accélère le processus pour avoir, je pense que c'est des nouvelles roues, là, ou un nouveau coussin, parce que lui, il est assis là-dessus tout le temps. Là. Il ne peut pas faire des plaies de lit, tout ça. Ça y prend son matériel adapté. Fait que ça, je pense que ça, c'est comme son défi, là, de toujours être à jour dans ses affaires. Exactement. Puis il essaye, là, il commande d'avance, mais ça arrive pas plus vite. Ça, des fois, ça le met en beau pétard. Puis dis-moi, est-ce que tu as été inquiète de tes parents par moment à travers ces années-là? Oui, à un moment donné, ma mère, j'étais comme, c'est pas ton ami Chardonnay qui va te sortir de ça. Là. Puis elle était comme, Chardonnay. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a eu un petit verre qui apaisait, mais qui repoussait le problème. Mais ça, je me rappelle, j'avais dit ouvertement. Moi, je suis pas outillée pour t'aider, mais c'est pas ton Chardonnay qui va t'aider non plus. Tu sais. Puis comment elle avait pris ça? Elle serait dit. Ben oui. Mais là, après ça. Tu me diras pas quoi faire. Ah ouais, pas besoin de ça. Exemple qu'il y a de ce genre-là, ta mère. Ouais. Mais après ça fait son chemin, tu sais. Ton père, lui, t'as-tu senti qu'à un moment donné, oublie le Chardonnay, mais que que ton père pouvait aussi sombrer, parce que lui, le fait qu'il a été témoin de ça, puis il y a un choc, là, c'est clair, post-traumatique qui est resté. Non, mon père, il a continué à travailler, tu sais, fait qu'il y avait quand même une petite diversion, quoique tout le monde y parlait tout le temps de ça. C'est sûr. Fait qu'à un moment donné, lui non plus, il voulait plus sortir, parce que, tu sais, à toutes les fois que tu croises quelqu'un à l'épicerie ou n'importe où, il se parlait de ça, fait que ça repince, là, tu sais. Mais vu qu'il travaillait, on dirait qu'il y avait comme cette diversion-là. J'ai moins été inquiète de mon père qui l'a plus verbalisé que ma mère, qui est une femme qui gardait plus ses émotions en dedans. Oui. Puis aujourd'hui, quand tu regardes ton frère? Ah, écoute, c'était cœur, hein? C'est vraiment impressionnant. Puis tu sais, pas rien que le fait qu'on travaille ensemble, mais tu sais, je veux dire, on a un beau succès ensemble, les deux, c'est super le fun. Parce qu'il continue d'écrire avec toi, là. Oui, on continue d'écrire des trucs. Lui, il est rendu qu'il fait des shows. Ah oui? Ouais. Mais il faisait déjà de l'impro. Il faisait de l'impro quand il a commencé au cégep. Puis là, moi, je parle de lui, il veut pas souvent d'entrevue. Là, il vient d'avoir une demande pour être auteur sur une série, justement, qui parle de handicap. Une série humoristique avec Dominique Sillon, tout ça. Il a été approché, il dit parfait, c'est une belle opportunité, je vais l'essayer. Il fait des shows pour l'association des gens handicapés. C'est lui qui a animé le gala l'année passée. Ils sont tous palmés dessus, ça.
Tu sais, il est très aimable, il aime ce qu'il fait, il aide. Tu sais, là, il a fait sa technique en travail social, il a fini toutes les mentions, il a fait son bac par les fins de semaine en travaillant. Non, c'est sûr que quand on a quelque chose dans la tête, nous autres, on va jusqu'au bout. Là. C'est incroyable, hein, la force que vous avez, là. Puis comme je te dis, il arrive partout, là, tout le monde, il jase, puis tout le monde est content de le voir. Il est pas juste la sœur de Ève, là. Le frère, non. Il est pas juste le frère de Ève. Pas du tout, là. Il a sa vie, puis... T'es aussi la sœur de Jean-Michel. Absolument, puis ça me fait plaisir. C'est formidable, hein? Ouais, puis c'est ça, de le voir, tu sais, comme faire un bac en travail social après tout ça. Je veux dire, que t'arrives un TS de même d'en face, on dirait que... Il y a une crédibilité qui... Tellement! Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, c'était un gars de manuel là, qui travaillait comme plombier. Là. Il a recommencé de zéro. Il avait jamais envoyé un courriel de sa vie. Il allait tous les matins. Il partait avec sa petite chaise roulante au cégep. Écoute, non, ça... On avait rien demandé de ma grand-mère à dire qu'un de ses fils était son héros. Là, mais je dirais que mon frère, c'est top personne. C'est ton héros. Ouais. Aussi... quétaine que ça puisse paraître. Non, ça... tu vas me faire... Non, excuse-moi. Mais t'as toutes les raisons du monde. Non, c'est vraiment un être exceptionnel, tu sais, son quotidien, c'est pas facile. Là. Ben non. Pour aller aux toilettes, il faut aux 2 jours... Juste te lever, te laver, t'habiller dans ta vie. Là. Mais même faire ses besoins, c'est aux 2 jours une épreuve. Là. Incroyable. Il se lève à 5 h du matin pour pouvoir arriver en temps à 8 h. Là. Il se mettra jamais son retard, son handicap. Là. Non. Je me lève à 5 h, je sais que mettre correct avec, tu sais. Quel exemple de vie, hein? Ouais. Fait que, mettons, c'est ça. Nos petits bobos, là, puis nos petites épreuves, c'est sûr qu'il faut tout vivre nos affaires, mais ça fait que ça relativise. Mais on a le quotidien quand même très smooth comparé au sien. Mais ça ne paraît pas d'en face pendant tout, là. Merci, Belle. Mais merci, Marina. Mais là, on va se jaser ensemble avec lui aussi. Karine, t'es bonne, hein? J'avais l'impression que c'était même pas toi. C'est facile. C'était le fun. Avec du monde comme vous autres. Merci. Merci à toi. Ève, on a commencé en jasant, puis tu me dis, ouais, mais moi, je suis pas proche aidante. Pourquoi tu dis ça? Ben, je suis pas proche aidante au quotidien, mettons. Quand il vient chez nous, je veux dire, j'ai acheté mon condo à Montréal au rez-de-chaussée pour être sûr qu'il puisse rentrer. J'ai acheté une rampe en aluminium, les rentre par ma cour. Mais tu sais, je suis pas dans le quotidien de la patente. Oui, mais un proche aidant, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est dans le quotidien de la patente. C'est aussi quelqu'un qui sait, parce que tu sais qu'il est pas seul, tu sais qu'il est entouré, tu sais qu'il y a une amoureuse, tu sais que tes parents sont là. L'idée, c'est ça, en fait. Hein? C'est un travail d'équipe, d'ailleurs. Ouais, c'est des épaules. C'est ça. Puis toi, est-ce que vous avez eu cette phase-là entre vous, dans ta famille, de dire, bon, on va se partager la tâche, là. Toi, tu pourrais faire ça, moi, je pourrais faire ci. Avez-vous eu ça ou ça s'est fait naturellement? Ça s'est fait naturellement. Ouais. Mais je me souviens qu'au départ, mon frère, il habitait en haut. Après ça, il a déménagé dans l'appart en bas, mais au départ, il était en haut. Puis mes parents, il y avait comme un voyage, puis là, ils hésitaient. Il dit, je suis pas maternelle. Là. Tu vois, mais là, il avait peur qu'il tombe à terre, qu'il puisse pas se relever. Fait que là, il envoyait ma tante en douce. Là. Ouais. Tu revois, c'est correct. Là. De temps en temps. Ouais. Fait que ça s'est comme organisé un petit peu dans son dos au départ. Mais après ça, tu sais. Mais tu sais, en même temps, tu dis que tu as acheté un condo au rez-de-chaussée, tu as fait installer une rampe ou les portes pour que ce soit facile. C'est de la proche aidance, ça, parce que sinon, ils pourraient pas aller chez vous. Mettons, on est allé à... Je sais qu'on s'en allait, je sais pas trop. En tout cas, on était au motel les deux ensemble. Ah, il était monté voir un show à Montréal. En tout cas, on était à l'hôtel, puis là, des chambres adaptées. Mais tu sais, il y a ça à côté mettons, sur le bord du bain pour mettre sa planche pour se laver. Là. Fait que là, c'est du sport, là. Puis là, la chaise est ton ami. Puis là, c'est sûr, au début, c'est bien stressant, puis tout ça, mais après ça, l'humour embarque là-dedans, puis c'est le quotidien. Puis hop, il y avait un petit morceau, je voulais pas voir, excuse-moi. Mais... C'est ça, fait que vous avez beaucoup d'humour à travers ça. Oui, complètement. Aussi. Moi, j'ai pas de problème avec l'intimité, mettons. Non. Ma soeur est plus. Non, moi. Je veux pas voir ça. Ah, moi, pas de trop, regarde. Au début, tu fais comme bah. C'est la sienne. Lavons-la. Lavons-la. Non, j'ai pas été jusqu'à là. Mais si ça forçait, je serais. Ça, j'ai ça en moi, je sais. Ma mère est infirmière aussi. Oui, ça a aidé aussi. Ça a aidé beaucoup, ben oui. Parce qu'elle avait des affaires, les médicaments, elle connaissait ça, les manœuvres à faire au début. Elle était comme, tu sais, elle était très présente là, dans les soins et tout ça. Ben, t'es quand même une proche aidante, faut juste te le dire. Ah oui, mais moi, quand il vient chez différentes nous... formes de proche aidante. Je savais pas. Ben oui. Je suis une proche aidante. Quand il vient chez nous, la dernière fois, il m'a monté une semaine. À l'été 2022 pour le rodage de mon show. On a travaillé pendant une semaine. Puis là, c'est ça, je replace ma chambre. J'ai acheté comme une main courante, je sais pas trop, en tout cas, pour mettre en dessous de mon lit pour qu'il se transfère. Dans la douche, ma douche, j'avais tout mon écoute. J'ai visité les condos que le tape à mesurer, là. 27 pouces, ça me prenait de carte de porte. La douche, parfait. Ah, non, désolé, mon frère peut pas venir, j'achète pas. Ça, c'était sûr. Tu vois, c'est ça. Ouais. C'est ça de la proche aidance aussi, tu sais. Puis qui sentent qu'il peut venir. Parce que, tu sais, souvent, quand t'es en fauteuil, les gens, c'est drôle, on va t'organiser de quoi, mais quand tu passes, t'arrêteras, tu dis, ouais, mais premièrement, invite-moi. Puis si je peux pas rentrer chez vous, non.
C'est ça. Faut vraiment le Tu peux prendre planifier. un verre avec toi dehors, mais tu sais, à un moment donné, la À COVID. moins 40, c'est moins. C'est ça. On l'a vécu dans le COVID, je te dirais que là. Exactement. Ouais. Fait que c'est important pour moi qu'il fasse comme. Moi, je peux m'en aller à Montréal du jour au lendemain. J'ai une maison. Viens-t'en, mon chum, t'es chez toi. Ben, je te confirme que t'as une prochaine aidante. Ben, mon Dieu. Pas de part. On va continuer. Tu sais, j'aime ça, moi. Du côté, on aime ça, tu sais. Ben oui, exact. Prendre soin. Ouais. Jean-Michel, lui, à 26 ans, sa vie a pris tout un tournant. Comment a-t-il vécu cette épreuve et comment a-t-il réussi à se réinventer, passant d'un travail manuel en Alberta à une carrière en travail social? Jean-Michel, C'est moi. on dirait que je saurais pas par où commencer parce que ton histoire, je veux dire, c'est incroyable. C'est une immense tragédie. Si je te ramène, là, le 8 janvier 2010, t'as 26 ans. Ben, le 8 janvier 2010, j'ai 26 ans. Moi, je faisais une dernière run de skidoo avant de partir le 10 janvier, retour au travail. À l'époque, je travaillais en Alberta, c'est une raffinerie. Moi, je suis tuyauteur de formation. Puis, je travaillais sur des 20 jours de travail, 10 jours à la maison. Fly in, fly out, qu'on appelle. Fait que toi, Puis, tu travaillais dans l'Ouest canadien, Ouais. puis tu t'en revenais ici Ouais, tout le quasiment temps. automatiquement 10 jours. Ouais, tout le temps. J'en venais ici faire du skidoo ou l'été, 4 roues, bref, plage, profiter de ma vie. À 26 ans, j'étais assez... En feu. Ouais, j'étais assez rock and roll. Puis ça allait vraiment bien. Là, j'aimais mon beat de vie parce que je faisais de bel argent, j'avais pas de dette, pas de conscience, fait que c'était super. J'allais à fond la caisse. Donc, à 26 ans, en Alberta, les vacances des fêtes, je retourne travailler le 10. On s'est dit, on va aller faire un dernier petit tour de motoneige avant de repartir. Il est quelle heure, là? Ben là, parce que dans la journée, j'avais monté avec mon père parce qu'on avait été souper dans un camp voisin. Fait que je faisais comme le retour pour aller chauffer le poêle au camp papa puis revenir chez Richard. Fait que j'ai fait ça 2 fois dans la soirée, aller chauffer pour revenir. Fait que je connaissais la trail. Surtout que ça fait des années qu'on fait de la motoneige dans ce secteur-là. Fait que là, vers 11h moins quart, à peu près, on décide de partir pour toute la gang, après souper, pour monter au camp à mon père. Puis là, ben, ce qui devait arriver arriva. C'était un hiver de verglas, l'hiver 2010. Donc, ce qui se passe dans l'hiver de verglas, les arbres, sous le poids du verglas, ils rondissent. Puis la tête de l'arbre est en dessous de la neige. Je l'avais vu, cet arbre-là, au moins 6 fois, 7 fois dans la journée. Puis quand je suis arrivé dessus, il m'a comme surpris. Fait que j'ai voulu donner un coup de volant pour l'éviter. Puis mettre mon motoneige juste sur un ski. Mais ça a fait en sorte que le ski a fait sortir l'arbre de la neige. Puis l'arbre m'a rentré dans le corps. Puis il m'a cassé la colonne. J'étais empalé par l'arbre. C'est le bout de l'arbre qui m'a rentré dans le corps puis qui m'a cassé la colonne. Puis là, j'en revenais pas tantôt, mais t'as gardé ce bout d'arbre-là chez vous. Ben, ça, c'est le plus gros corps étranger qu'ils ont enlevé d'une personne en vie ici à ISP. Mais tu sais, je t'écoute parler, puis j'ai l'impression que, mon Dieu, tout ça s'est tout fait facile, puis ça a été ça, puis c'est plus ça, puis... Mais quand même, là, t'as 26 ans, ta vie, elle vient de prendre un tournant, Ouais. mais à 488 000 à l'heure, là. Ah, mais tu te réalises pas parce que là, là, j'ai 26 ans. Là, j'ai 3 semaines dans le coma. Puis dans le coma, tu sais, c'est spécial parce que moi, j'ai halluciné pas mal. Là. Je voyais, mon meilleur ami, c'était un castor avec des pattes de bois, tu sais, qui faisait du beurre d'amande à côté de moi. C'était vraiment spécial, tout ce que je me rappelle de cette période-là. Ça, je l'ai viré à un petit numéro d'humour que j'avais fait, là. Mais bref, après ça, ben, je me réveille, puis tu sais, je me rends compte que là, ben, j'ai beaucoup de broches sur l'estomac. Puis là, je sais que ça va pas ça bien. va pas, non. C'est de me bouger les jambes, ça bouge pas. Tu sais, je l'avais dit à mon père avant de partir, après que j'ai sorti de l'ambulance. J'ai dit, Père, pour moi, je ne me sortirai pas de celle-là. Parce que j'ai déjà eu quelques accidents avant ça. Mais je savais que c'était grave, ce qui se passait. C'était clair. Là. Moi, j'ai jamais perdu connaissance. Tu sais, j'ai resté 3 heures sur le banc de neige. 2h45, 3 heures avant que les secours arrivent. Après ça, j'ai pris le traîneau ambulance pour me rendre jusqu'à l'ambulance. Après ça, de l'ambulance à l'hôpital de Gaspé. Là, t'es-tu conscient? Toujours, parce que j'ai personne qui m'a assommé, rien. Fait que j'ai tout le temps regardé ma conscience. Fait que là, Tu souffres? ben, c'est incroyable. Parce que toutes les moines bossent, mais je sais pas que j'ai un arbre dans le corps. Là. On le sait pas encore. Là. C'est juste eux, ils pensaient que c'était 2 côtes. Ils sentaient quelque chose comme 2 pointes. Ils pensaient que c'était 2 os, mais c'était la pointe de l'arbre qui faisait comme le bouchon. Là. Fait que... Toi, quand tu pognais une bosse, ça mais là, bougeait. ça virait de bord. Puis là, c'était le martyr total. Fait que j'ai dit à Richard, il faut qu'on arrête, Ton père est dans quel état? Tu te souviens-tu? Ben, Du regard, des yeux, le ton, la voix, comment il est, ton père? Ben, tout le monde est comme... c'est parce que dans ma bad luck, la chance qu'on a eue, c'est que Richard, mon ami qui fait de l'avoisinage avec nous, ben, il est ambulancier. Fait que c'est lui qui a fait les bonnes manœuvres. Sinon, je serais pas ici aujourd'hui. Là. Parce que père,
son plan A, c'était de m'emmener au camp vu qu'il était chaud pour me réchauffer. Mais s'il m'avait bougé de là, sûrement que ben oui, c'était sûr. Là. Mais Richard, il a fait les bonnes manœuvres dans le bon temps. Puis, c'était un 8 janvier, il fait froid. Il est allé chercher les sleeping bags au camp pour m'abrier. Puis, comme je t'ai dit, j'étais là 2h45, 3h avant que les secours arrivent. Puis après ça, pour redescendre. Finalement, ambulance, tu t'en vas dans un hôpital, donc à Québec, c'est ça? Là, j'étais à Gaspé. Ah, là, c'était à Gaspé. À Gaspé, j'étais chanceux parce qu'il y avait un spécialiste ici, me semble. C'est mon mémoire, mais je sais pas, c'est le docteur Michel Morin, lui, qui m'a juste ôté le corps d'un rein au lieu de tout enlever. Il m'a réparé, ils m'ont ôté un pied d'intestin. J'avais le diaphragme déchiré. Ils ont rafistolé ça. Puis après ça, ben c'était avion ambulance, go Marticiel, puis go pour Québec. J'étais à l'Enfant Jésus pendant 2 mois. Après ça, j'ai été 5 mois à l'IRDPQ, François Charron qui appelle. Puis c'est ça, je suis parti de Gaspé le 9 janvier, puis je suis revenu le 5 août. Mais quand toi, là, tu te souviens-tu de la journée où là, tu étais vraiment éveillé, tu avais beaucoup moins d'hallucinations, c'est comme la réalité qui kick in, comme on dit, là. C'était quoi cette journée-là? Comment tu te sentais? Tu t'en souviens-tu? T'étais où? Moi, je me rappelle que c'est comme je te dis, j'ai touché mes bras, je dis ouf, il y a quelque chose, c'est vraiment grave. Puis, tu sais, je me rappelle que là, ça jase autour de toi, puis là, ça dit un peu ce qui se passe. Il y avait beaucoup de spécialistes autour. T'entends tout ce qui se passe. Je pense que la pire journée, c'était une pédiatre. Pas une pédiatre, je me rappelle pas pas une pédiatre, c'est sûr. Bref, c'est une spécialiste qui m'avait dit, là, que je n'en marcherai plus. T'sais. On trouve où la force pour rester lucide face à tout ça, puis dire hey, un instant, non, moi, je vais me battre, puis moi, je vais marcher, puis il n'y en a pas question. Puis ça vient d'où, cette capacité-là, tu penses, Jean-Michel? Moi, je dis souvent que j'ai pas de mérite parce que je suis été fait de même. T'sais. Mes parents sont là. Moi, j'ai été beaucoup encadré parce que moi, c'est ça qui a fait la grosse différence, t'sais, d'avoir des proches qui étaient là, qui étaient proches, puis d'avoir du support, puis bien intentionné. T'sais. Pas de gens malveillants, pas de gens qui sont là pour ton bien, puis qui te supportent, puis no matter what. Là, c'est la première fois pour tout le monde. Là. Il y a personne qui avait vécu un drame dans notre famille. Puis, ils en ont vu des choses, mais pas quand ça t'arrive à toi, ben c'est d'autres choses. Ça arrive à ton garçon, mais... moi, j'ai la chance de me lever tous les matins de bonne humeur, de me coucher tous les soirs de bonne humeur, de chanter, puis d'aimer la vie à la base. Fait que ça m'a aidé, puis ça m'a suivi. Là. Oui, mais là, t'as 26 ans, puis on t'enlève tes jambes. T'es dans une chaise roulante, tu marcheras plus jamais de ta vie. Mais ça je voulais pas le croire à l'époque. Ben c'est ça, mais comment on fait pour... Tu sais, oui, de pas le croire, mais que de jour en jour, puis là, il y a de plus en plus de monde, j'imagine, qui disent, ben, ça regarde pas bien. Tu sais, j'imagine le scénario, là. Comment on fait pour survivre à ça, pour faire face à ça, à un si jeune âge, tu sais? À l'IRDPQ, j'ai eu 27 ans, puis tu sais, là, tous les jours, c'est tout un deuil, tu sais. C'est graduel. C'est sûr que la plus grosse boule à envaler, qu'elle que je voulais pas envaler, ben c'était le fait de pas marcher. Mais c'est elle, je la repoussais comme tout le temps plus loin, tu sais, je me disais, ben, au mois d'août, je vais marcher. Fait que je mettais tous les efforts, jour après jour, pour marcher. Je faisais ma physio, je faisais oui, tu sais, comme ta mère ici, là, t'as beaucoup accompagné là-dedans. On faisait tout, mais tu sais, à un moment donné, ça le fait pas. Puis, tu sais, ben là, qu'est-ce qu'on fait? On continue, mais à un moment donné, on continue. Tu sais, l'espoir, ça ne fait, non? Ça débloquait pas. Il y avait pas beaucoup d'avancement. Après ça, ben, tu fais du shiatsu. Quand tu sors de là, tu fais du shiatsu, de l'acupuncture. T'as tout fait. Les mythes, là, tout ce qu'il y avait. Puis ergo, physio, mais ça, t'en parles pas. Puis, tu sais, il n'y a pas de résultat. Mais tu continues parce que tu veux pas décevoir ta mère. Parce que moi, je pense qu'il y avait beaucoup d'espoir dans le fait que je remarche. Puis, tu sais, elle mettait tout en branle pour que je sois là. Puis, faisait tout en sorte que je fasse mes exercices. Puis, tu sais, c'est religieux, c'est quasiment un régime militaire. OK. Fait que là, ce que tu étais en train de dire, il y a même eu une phase où tu continuais pas pour toi. Ben tu avais compris moi, que ça je le savais, c'est longtemps. Je pense que j'ai continué comme 1 an ou plus pour pas voyons donc. C'est sûr. Parce que moi, je le savais, là, tu sais, parce que Matt, elle croyait Mordicus, mais moi, tu sais, mon lâcher-prise était faite, là, tu sais, moi, mes deuils étaient faits, puis j'étais rendu ailleurs, là. Mais t'as-tu eu quand même, Jean-Michel, à travers ça, là, ça fait comme presque 15 ans, tu sais. Aujourd'hui, t'as 41 ans, j'imagine que c'est les dernières, t'es rendu ailleurs, évidemment, mais le processus de ça, d'accepter, parce que j'imagine qu'au quotidien, tu as des challenges, tu as des défis. Là. Oui, tous les jours. Même si dans ta tête, tu l'as accepté, il reste que t'as pas de jambes, puis il faut que tu te déplaces, puis tu as ton fauteuil, mais
On parlait tantôt d'aller faire pipi aux toilettes. Je dis, c'est toujours des défis pour toi? Ben non, mais ça, c'est pas des défis. Ça, c'est le quotidien. Ça vient le quotidien aussi, tu sais. Quand j'arrive quelque part, ben, je sors de mon auto, ben, je monte ma chaise roulante pour sauter dedans puis partir. Tu sais, mon auto est pas adapté. Fait que, je remonte, je redéfais puis je remonte ma chaise roulante. Ben, dans mon principe, c'est comme si je mettais mes souliers. Mais c'est un petit peu plus, plus long. Mais c'est ça. C'est sûr qu'au début, c'est toutes des étapes. Les premières fois qui sont terriblement dures. Tu sais, la première fois que j'ai pris ma douche tout seul à l'IRDPQ, mais j'ai pas besoin d'eau, là. Tu sais, je pleurais assez que j'aurais pu me savonner tranquille, là, puis j'aurais pas manqué de... Tu sais, c'est dur, là. Tu rentres, puis tu dis, ça te prend une demi-heure à rentrer dans la douche, tu sais. Hey, voyons donc, tu sais. Puis, tu sais, dans ces périodes-là où t'es seul avec toi-même, tu sais, ça va être quoi ma vie, tu sais. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire, tu sais. Puis, parce que moi, comme je t'ai dit, Marina, moi, là, au mois d'août, je remarchais. Fait que ça, on était au mois d'avril, fait que là, j'avais du temps encore en masse, mais tu sais, plus que ça avance, plus que tu te rends compte de des choses que ça fonctionne pas, puis ça fonctionne pas plus. Il y a beaucoup de deuil à vivre. Tu sais, le deuil, tu sais, l'autonomie, là, tu passes ta vie à vouloir être autonome, puis du jour au lendemain, mais on te l'enlève. Bon, l'accident m'a enlevé ça. J'appelais ça ma pomme de route, mais c'est ça, tu sais, la pomme de route a fait en sorte que j'ai changé de trajectoire, puis là, c'est plus dur que n'importe qui, dans le sens où aller faire ses courses, mais des fois, c'est plus dur parce que la canne pâte de tomate, ben, tu peux pas l'avoir. Fait que là, tu demandes, mais c'est ça, c'est le regard des gens qui est le plus dur après quand tu reviens dans ton milieu de vie. Mais ça, tu le réalises juste quand t'es confronté à ça. C'est quand tu vas à l'épicerie pour la première fois, puis le monde change d'aller parce qu'ils veulent pas te voir, ou ils veulent pas te parler, ou peu importe. On sait pas les raisons qui font en sorte que les gens arrivent, les gens partent à cause d'un accident. Ça, il y a d'autres choses. Parce qu'il y a des gens qui étaient près de toi qui se sont éliminés d'eux-mêmes aussi. Oui. Moi, tu sais, j'ai toute ma jeunesse, j'étais un gars de gang, je jouais au hockey, puis on était des gars tissés serrés. Puis du jour au lendemain, après l'accident, il y avait moins de monde. Il y a du monde qui ont venu, prendre des présences, puis ils n'ont pas revenu, mais ça fait partie de la vie. Mais ça, tu réalises, c'est ça qui est dur à accepter. De ne plus avoir d'amis ou d'être pas mal seul dans tes affaires. Tu sais, il y a des gens qui étaient partis à Québec aussi travailler ou à Montréal. Il y a des gens qui commençaient à fonder une famille. Mais tu sais, pourquoi ils viennent pas de me voir? Tu sais, au moins une fois de temps en temps, une fois par mois, ce serait cool. T'as pensé ça? T'as vécu ça? Oui, j'ai vécu beaucoup de frustration par rapport à ça. Parce que je me questionnais, c'est-tu moi? Pourtant, je suis le même gars. Je suis le même cornichon que j'étais. Je fais mes mêmes jokes, genre même répartie. Mais c'est pourquoi c'est mon handicap? Parce qu'ils ont peur d'être maladroits ou ils sont mal à l'aise avec ça. Mais tu sais, ça, tu vis avec ces questions-là longtemps parce qu'ils sont pas là pour répondre. Puis tu te tentes pas de les appeler pour dire hey, tu les appelles une couple de fois ou t'es textes puis il vient pas ou ben non, il t'invite à aller dans un restaurant qui est pas accessible. C'est ça ce qui m'envoie une claque d'en face. Puis ta mère, elle m'a dit tantôt que jamais t'as pensé au suicide. Jamais. Ben non. C'était pas une solution. C'était pas même pas. J'ai jamais pensé à ça parce que j'ai toujours su que j'allais m'en sortir. Comment? C'était peut-être pas de bout, mais que tu sais, c'était pas la fin du monde. C'était la fin du monde quand que je me suis réveillé puis j'ai voulu me bouger les jambes puis ça marchait pas. Là. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on fait pour revenir? Mais tu sais, là, j'ai saisi toutes les opportunités puis après ça, ben, ça a super bien été. Là. Moi, la journée qu'ils m'ont enlevé la plaie du poumon, là, qui est en train de me pourrir, là, je faisais la température puis ça. Ils m'ont réopéré pour m'enlever ça. Là. Après ça, là, c'était... Ça a juste monté tout le temps. Wow. Ouais. Tu me disais tantôt que ça... C'est ça que tu me disais que ça a fait de toi une meilleure personne? Ben ça a changé la personne que tu étais. Ça a été quoi tes frères? Une bien meilleure personne que j'étais avant l'accident, c'était. Ouais? Ouais, avant ça, j'étais bien plus selfish. Là. Moi, j'étais coquille. Moi, je travaillais dans le Nord, je faisais de l'argent, la vie était belle. J'avais tout, all the bells and whistles, j'avais tout ce que je voulais. Puis, je prenais un coup, je payais la traite. Puis, j'avais des gens qui m'entouraient, sûrement que c'était pas des amis non plus. Il y a eu comme un tri naturel, là, si on veut, là, dans tout ça. Là. Puis après ça, de cheminer à travers ça, d'apprendre c'est quoi vivre un drame, puis se relever les manches, ben tu sais, ça peut juste t'aider. Puis à être entouré de même, c'est sûr que ça resserre la famille aussi. Là. Il arrive quand le déclic de dire, ben j'ai une vie à vivre, puis je peux continuer à la vivre, ma vie, puis j'ai encore ma tête, mon cerveau, mon intelligence, puis surtout le désir de vivre. Il est arrivé quand, ce moment-là? Puis qu'est-ce qui a fait que l'idée d'être travailleur social est apparue dans ta vie? Quand j'ai eu le temps de faire mon choix de carrière, mais là, moi, j'étais un gars manuel à la base, fait que je m'imaginais pas de travailleur social, mais tu sais, à l'époque, quand j'ai voulu faire mon choix, mais j'étais pas prêt à partir à l'extérieur, faire d'autres cours, fait que j'ai regardé à Gaspé qu'est-ce qui se donnait.
Fait que là, j'ai regardé ça, puis il y avait travail social, puis je me suis rappelé de ma travailleuse sociale à l'IRDPQ, qu'elle était... comment que je pourrais dire ça? C'est grâce à elle, parce que moi, j'ai trouvé vraiment dégueulasse. Fait que je me suis dit, je suis capable de faire mieux qu'elle, c'est sûr. Je veux être plus humain qu'elle, ça c'est garanti. Est-ce que tu trouves que les services qu'on t'a offerts, en général, est-ce qu'on offre des bons services dans notre service de santé? Puis toi, là, si t'avais comme ça, faut jamais faire ça, je referais jamais ça. Y a-tu des choses que t'as retenues, hormis cette mauvaise travailleuse sociale dans ton vécu? Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans le domaine social ou dans le domaine de l'aide qui l'ont pas pantoute, qui manquent de tact. Un psychologue, entre autres, qui est venu me voir, puis j'ai entendu par un petit oiseau que tu avais pleuré hier. Et quoi? Fait que là, parce que c'était comme ça. J'ai entendu par un petit oiseau. Fait que ça, c'était son entrée pour dire que ça prendrait rendez-vous avec le psychologue. Fait toi, t'es un homme là, devant lui, t'es pas un enfant de 4 ans. C'est très dur d'avoir des services à niveau d'aide à domicile parce que il n'y a pas de staff, ils sont sous-staffés ou en arrêt de maladie. Puis là, on parle de régions éloignées. Oh, c'est dur. C'est dur. Moi, j'ai demandé des pneus de chaise roulante, puis ils m'ont demandé une photo pour voir l'usure de mes pneus. T'sais. Je fais pas de commerce de tailleur, je veux juste avoir les tailleurs de ma chaise roulante. T'sais. Fait que il y a des choses c'est des aberrations. Là. Puis ça, on parle juste de pneus. Là. Je parle pas du point de vue corporel où tu as besoin de quelque chose ou c'est juste une mécanique là. C'est juste du matériel mais toi tu dépends de ça. Ben oui. Toi ta chaise roulante là, c'est ta vie là, je veux dire oui. Si t'as pas ça, tu restes assis puis tu bouges pas, tu sais. Il y a un manque d'ergo, on manque de physio, puis on manque de gens aussi on manque de gens compétents par la bande parce que c'est dur de former une personne, mais quand tu gardes pas ton monde là, tu sais, quand tu commences un nouveau programme, tout est à apprendre. Mais quand il n'y a pas le temps de se former, qui est parti, mais ça fait en sorte qu'il y a toujours un vide. Là. Puis la personne qui reprend ton dossier, mais tu sais, il y en a qui le dossier est mince, mais toi, ton dossier est ce dos. Là. Ils ne connaissent pas ta réalité, puis ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe avec toi. Puis moi, je vais tout le temps me présenter. Je m'appelle Jean-Michel, j'ai besoin de ci, besoin de ça. Puis des fois, ça aide, des fois, c'est un numéro, puis il est reparti. Tu sais. Si on parlait de la vie personnelle, je vais être impoli, puis je vais être... un peu intrusive, puis tu me dis si tu veux pas aller là, mais t'avais une amoureuse au moment où t'as eu ton accident, mais c'était dans l'Ouest canadien. Veux pas, là, je veux dire, j'imagine, l'histoire s'est terminée. T'as eu une autre amoureuse par la suite. Là, t'étais en fauteuil roulant. Oui, oui. Ça aussi, je veux dire, et là, t'as une nouvelle magnifique amoureuse, by the way. Tout ça, là, l'amour dans ta vie, je veux dire, un jeune homme de 26, 27, 28, 30, comment tu vis ça? L'amour... L'amour physique, rencontrer quelqu'un, aimer, être aimé, ça aussi, ça a dû être une phase... Ben ça, c'est un des plus gros deuils. Le deuil de la sexualité, sexualité telle que tu la connaissais. T'sais. Ouais. Le point de vue virilité, aller vers une fille, moi, j'étais confiant dans mes moyens, ça te cache pas. Là. Ouais. Je suis confiant à la base, puis j'avais pas peur d'aborder quelqu'un. Ou j'ai jamais eu vraiment de difficulté à me présenter puis aller vers quelqu'un. Mais j'avais un background dans le sens que tu as confiance en tes moyens, puis tu sais que tu vas pouvoir conclure, mais après ça, c'est ces deuils-là qui sont en vie que j'ai vécu à l'IRDPQ+. Quand que tu penses à ça, t'as pas d'érection, qu'est-ce que tu fais? T'sais? Déjà, de rencontrer, c'est une étape, mais là, dans l'intimité, toi, ça marche plus de la même façon non plus. Ça aussi, tu le dis que c'est des deuils. Ah oui, c'est un des plus gros, là, parce que c'est comme un deuil de ta virilité, de ta masculinité surtout, parce que t'as moins confiance en toi, puis tu sais, ça prend une personne ouverte. Mais tu sais, ma première amoureuse, après mon accident, mais c'est une fille que je connaissais déjà, il y avait pas, tu sais, elle savait quelle sorte de gars j'étais avant, tu sais, fait que ça a aidé beaucoup. Mais Rosalie, on s'est rencontrés via les réseaux, mais ça, c'était, elle me connaissait de l'impro. Mais moi, je la connaissais pas, tu sais. Ton amoureuse en ce moment, là, fait que, elle te trouvait extrêmement beau et séduisant et très drôle. Ben, je sais pas. Il y a eu quelque chose. Drôle, je peux dire oui. Puis là, ça a été quoi, cette rencontre-là? Puis là, vous êtes tombés amoureux? Ben là, c'est ça. Moi, je la trouvais super belle. Elle est super belle. Elle est belle. Je pense qu'il y avait une photo de profil qu'elle partageait. Elle avait une carabine dans les mains puis une Budweiser. J'ai dit, c'est la mienne. Fait que là, c'est ça que tu t'es dit. Ouais. Fait que là, on a eu une première rencontre, un beau super resto. Puis une fille qui est super intelligente. Puis, c'est une prof. super intelligente. Puis on a eu connecté tout de suite. Puis ça, de fil en aiguille, pop, 2-3 rencontres. Puis c'était fait. Mais tu sais, c'est tout le temps, après ça, c'est l'étape sexuelle qui
qui grèche tout le temps, parce que c'est pas parce que je te désire pas que ça marche pas, là, tu sais. Oui, mais tu sais, on peut-tu être honnête, là, Jean-Michel? Là? Moi, c'est un message que j'envoie à tout le monde. Là. La sexualité, là, ça n'a pas juste à voir avec un pénis en érection. On s'entend-tu? Mais non, mais je sais, mais c'est quand une personne c'est parce que c'est d'autres choses. Tu Oui, vas rencontrer d'autres choses. c'est sûr. On sait que c'est pas juste un pénis en érection, mais au début, là, c'est sûr que c'est des questions qui ont abordé, là, tu sais, on est des humains, là. Oui. Puis toi, ben, t'es à l'aise à parler de ça parce que c'est ta vie, c'est ta réalité. Ouais, à l'aise, mais c'est tes premières dates, là, tu sais, elle trouvait que je te niaisais un peu, là, tu sais, dans le sens que on va aller plus loin, mais moi, tu sais, Oui, mais elle le savait. Ben, je pense que peut-être pas la première fois, pas, là, mais elle l'a su assez vite, là, mais c'est ça, tu sais, puis mais après ça, la vie est tellement belle là, que oui, il y a le sexe de toutes les formes, il y a la douceur, la sensualité. L'amitié, la complicité, la tendresse, l'humour, là, puis les projets, puis tout, là, c'est ça. Ben oui. Puis, ben, parle-moi, là, justement, ton futur, tu le vois comment? Ben, mon futur, là, tu sais, là, présentement, nous, on s'est acheté un beau triplex, là, on est sur le bord de la mer. Là, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble. Ouais. On s'est acheté un beau triplex sur le bord de la mer. On a un chat de 17 ans qui est diabétique, mais il est encore coquille, là. Mais puis on a un beau petit chien de 5 mois. Fait que la prochaine étape, on espère fonder une famille. Ça, c'est notre rêve aux deux, puis c'est par là qu'on s'en va, tu sais. OK, là, je vais te poser une question. Ça marche comment? Ah, mais là, ça, il y a plusieurs façons, là, tu sais, là. Parce que, je veux dire, toi, ton sperme, il est encore bon? Ben, ça a l'air ça. Un peu foncé. Il y a des 14 ans, pareil. Oui, mais c'est pas grave. Je veux dire, ça fonctionne, là. Fait que ça pourrait se faire techniquement d'une façon X. Tout peut se faire. Wow, okay. Tant que tu peux éjaculer par toi-même, mais après ça, ben, tu sais, tu peux t'éjacules, tu peux prendre une seringue pour c'est ça. Oui, tout est possible. Fait que ça, techniquement, ça se peut. Ça se fait. Puis ça se fait aussi de prélever directement du testicule pour l'insémination. Wow. Bref, tu sais, il y a un monde de possibilités, là. Fait que toi, ton futur, il est comme on dit, it's bright, il est florissant. Ah, oui. C'est formidable. Oui, mais non, ça va très bien, puis elle a changé de carrière, puis elle est super heureuse, fait que là, je suis heureuse, moi, je suis super heureux. Puis moi, j'ai un poste là, comme TS en centre de réadaptation à Rivière-Nord, à 500 mètres de chez nous, là. Puis t'aimes ça? Ben oui, tu sais, puis là, tu sais, moi, c'est pour ça que j'ai voulu faire travailleur social, c'est parce que j'étais en centre de réhabilitation quand c'est arrivé que j'ai rencontré cette personne-là. Fait que, ça va bien. Ça va bien, puis j'ai une sorte d'affaire. C'est formidable. C'est vraiment inspirant de te rencontrer, puis de te parler, puis de t'écouter, Jean-Michel. Bravo. Merci. Ça fait plaisir. Mais c'est ça, tu sais, comme je te disais, j'ai un bon tempérament, j'ai un bon fond, puis j'ai été bien encadré. Fait que, tu sais, je peux comprendre des gens qui ont ils font des dépressions puis ont des pensées suicidaires. Tu sais, ça, c'est humain, là, parce que ça prend vraiment un bon encadrement puis des gens qui sont là. Puis que Emma aussi était infirmière, elle avait déjà une bonne base, elle avait déjà fait... ce qu'elle a fait avec moi, c'était pas du nouveau, là, quand même. Quelques exercices, tout ça, mais sinon, tu sais... Mais tu sais qu'est-ce qu'elle m'a dit, ta mère? Que ça prend beaucoup d'amour. Ben oui, c'est ça. Ah oui, c'est clair. Puis ça, toi, t'en as beaucoup. Hein? Ben oui. Non, c'est ça. C'est bien encadré pour les bonnes choses. Là. Ça fait le monde de différence. Mais c'est grâce à eux autres que je suis là. Merci. Puis fringant. Merci. Jean-Michel, tu es devenu donc un travailleur social. Donc, tu travailles avec des jeunes. C'est dans quelle catégorie d'enfants, de jeunes, d'ados? Je travaille avec la clientèle DI, déficience intellectuelle, déficience physique, troubles du spectre de l'autisme. Okay. DI, DP, TSA. Mais pour l'instant, c'est plus DI puis TSA parce que des DP, là, on n'a pas beaucoup. Là. Ça se peut que j'en ai une prochainement, j'ai hâte. Mais en tout cas, bref, ça, c'est d'autres choses. Oui. Puis ma clientèle, ben, c'est de 3 ans présentement dans mon caseload. J'en ai le plus jeune à 4 ans, jusqu'à 57. Je pense que j'ai présentement un petit peu plus, 60 et quelques. C'est vaste. Donc, toi, tu fais affaire avec ces gens-là, ces patients-là, ces clients-là, en fait, avec leurs parents, leur entourage. Donc, t'envoies, toi, des proches aidants, hein, ceux qui accompagnent. Puis, c'est quoi ton regard là-dessus? Qu'est-ce que tu vois? Puis, j'imagine que t'as un rôle à jouer auprès de ces gens-là aussi, là, dans leur réalité de vie. C'est difficile, la relation souvent. Souvent, c'est les mères qui vont venir avec leur enfant. Des pères, j'en ai eu un hier. Le monsieur, il va avoir 80, là, qui est avec son fils
de 60 ans, tu sais. OK, ouais. Mais tu sais, je vois, tu sais, que les mères avec leur enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme, c'est difficile parce qu'ils veulent rien qui leur arrive, fait qu'ils veulent les couver le plus possible pour pas qu'ils se pètent la gueule ou qu'ils fassent un impair, mais ça fait partie de la vie aussi, là. Fait que c'est vraiment, tu sais, des fois, c'est apprendre un peu aux parents au lâcher prise, puis à dire que, oui, c'est sûr que le deuil de l'enfant parfait est dur à vivre. Puis ça s'étale pas juste pour les jeunes avec le trouble du spectre de l'autisme, ni avec une déficience intellectuelle. Non, tout. Les jeunes qui ont un trouble de comportement, ou peu importe. Là, un enfant moins facile, un enfant plus exigeant. Un enfant turbulent, un enfant qui casse une coupe de vitre par semaine, ça voisine, ça peut faire ça aussi. Exact. Mais c'est dur. Puis je vois aussi que, ce que je remarque, par exemple, c'est qu'ils se renseignent, puis ils veulent savoir qu'est-ce que leurs enfants ont, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, puis qu'est-ce que nous, on peut leur apporter pour les outiller. Exact. Parce que j'ai d'autres générations, moi, où la déficience intellectuelle ou le trouble du spectre de l'autisme, c'était caché. J'en ai un, mais qui a passé sa vie dans la cave, là. Ses parents, ils voulaient pas que les personnes le voient, puis ça, si tu vois un autre lâche, là, puis il y a de la difficulté à comprendre c'est quoi sa réalité, pourquoi ils m'ont pas montré ça, mais c'est à cause que tu as des différences, puis la différence était mal vue. Même aujourd'hui, la différence est souvent pointée du doigt, t'sais. Peu importe, on ne se met pas la tête dans le sable pour dire que c'est encore pointé du doigt. Ouais. Que tu sois en fauteuil roulant, que tu sois d'une nationalité, que tu as un bégaiement ou peu importe, tout va être... surtout dans les cas d'intimidation que je vois souvent, ils ont souvent un facteur commun, c'est qu'ils ont été intimidés ou ils sont intimidés. Ouais. Mais ça, c'est pour les proches, mais c'est dur à voir que leur enfant souffre, leur enfant arrive avec des souffrances parce qu'ils se comprennent pas pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont dit ça. Puis l'enfant se développe, puis les parents ne le reconnaissent pas parce que le trouble change ou c'est difficile. Ça évolue d'une façon ou d'une autre. Ça évolue. Puis les hormones aussi, les jeunes filles, les hormones de l'adolescence, les garçons, c'est la même affaire. Au primaire, ça va bien, puis à un moment donné, la chaîne débarque, là. Ouais. Mais pour les proches, c'est difficile puis c'est exigeant parce que il y a des parents qui sont obligés d'arrêter de travailler pour s'occuper de leur enfant en plein temps, des envoyer quelques heures à l'école par semaine pour aller les chercher parce que là, ça a été la crise. Puis là, des petits milieux, tu as peur du jugement, tu perds la face, le monde te parle plus parce que c'est dur. Y a-tu des clés, comme mettons 2-3 clés je dis toujours ça aux parents ou aux familles par rapport à leur rôle de proche aidant? Tu dis justement là, que l'enfant parfait, il n'existe pas. Là. Il y a un deuil, mais ça, c'est dans tout le monde. Il n'y a personne de parfait, peu importe. Mais y a-tu des clés dont tu te sers souvent? Moi, ça fait penser comme au napperon. Là. L'enfant est au milieu, là, c'est ça. On voit pas, là, c'est une pétale, c'est une fleur avec des pétales. Mais toi, là, t'as beau tu sais, moi, j'ai 2 sœurs. Il y a le même événement traumatisant dans le milieu, mais il n'y a personne qui a le même souvenir de cet événement-là. Fait que là, tout le monde qui te juge puis qui te voit, là, ils savent pas c'est quoi ton quotidien. Là. Puis il y a tout le monde qui a sa perception des choses, mais c'est pas ça. Tu sais, tant aussi longtemps que toi, t'as pas fait ton idée, que tu t'es pas renseigné, que t'as pas eu tout là, mais tu vas avoir une perception différente de ce qu'elle est vraiment. Chacun le vit, son expérience différemment. C'est ça, il y a personne de pareil. Puis il y a personne qui arrive avec le mode d'emploi de l'autisme ou de l'ADI, puis là, j'ai tout compris. Ça change à tous les jours. Tous les jours sont différents comme pour nous. On s'adapte à tous les jours. Ah oui, à tous les jours, c'est un nouveau combat. Parce que hier, c'était l'alimentation qu'elle mangeait rien du pâté chinois. Puis après ça, c'est les bas, puis capable de porter des bas. Puis après ça va être les boutons. Il y a toutes sortes d'affaires qui se passent que tu peux pas prévoir. Puis si tu essaies de prévoir un coup d'avance, là, tu tires dans le pied. Là. Parce que toute la préparation que tu vas avoir faite, ça va être anéanti. J'ai 2 mots qui me viennent spontanément. Le lâcher-prise, il est super important. D'être bien entouré. Tu sais, toi, t'es un exemple, j'imagine, dont tu te sers souvent, c'est ton entourage, aller chercher de l'aide, accepter de l'aide, puis s'équiper, s'entourer. C'est ça, aussitôt qu'ils ont mis le pied dans mon bureau, c'est déjà là que tu te félicites parce que tu as eu le courage de demander de l'aide, parce qu'il y en a plusieurs qui pensent qu'ils vont régler ça à l'interne. Non, tu sais, aller chercher de l'aide. Puis des fois, juste parler, ça fait extrêmement du bien. Beaucoup, hein. Ouais, d'avoir le courage de parler puis de parler des vraies choses. Parce que je leur dis aussi, tu sais, vous pouvez venir puis
sais, les premières rencontres, c'est tout le temps comme une date, là. Tu veux pas déplaire, comment que c'est un TS ou peu importe. L'humain joue tout le temps sa game, là. Ouais. Il veut pas déplaire. Puis la deuxième rencontre, là, il t'en dit un petit peu plus, mais encore, ça prend du temps créer une relation. Tu sais, le lien là, le thérapeutique, là, il est long à créer. La confiance, puis après, d'arriver aux vraies choses que là, je suis plus capable, puis bien que de moi, je le crisserais dehors. Là, on attend quelque chose. Au début, non, c'est pas si pire. Il y a une petite crisette de temps en temps. Mais tu sais, c'est vraiment d'être soi-même. Puis après ça, ben, on va faire qu'est-ce qu'on peut pour vous aider. Mais il n'y a pas de recette miracle. Moi, je suis pas... j'arrive T'es pas le bon Dieu. Non, pas tout. Quoique... Pas tout, mais moi, c'est toujours que la situation, mais il y a tout le monde de l'avouer différemment. Ouais. Mais l'important, c'est la personne au centre, puis c'est d'elle de l'épauler, puis d'être épaulé. Puis après ça, ben, on chemine. Là. Puis tout le monde chemine, puis tout le monde apprend à vivre avec sa réalité. Parce que les réalités, ben, on a toutes une réalité différente. Là. Totalement. Merci. Bon, vous deux, As-tu fait ça comme faut? le grand frère et la petite sœur, Ouais. ça a été quoi votre rapport dans votre vie à vous deux, là, au fil des... Toi, t'es le plus vieux, c'est ça? Non, dans le milieu. Ah, Gabriel, Ouais. toi Jean-Michel, et... OK. Ouais. Fait que toi, t'es l'enfant du milieu. Paraît que c'est pas toujours évident, mais t'étais un gars, 2 filles. Fait que... Pas évident. Non, pas Bon. évident. Ben non. 2 filles. 2 filles, ouais. C'est 2 filles, c'est... j'ai toujours voulu avoir un petit frère, mais j'en ai pas eu. Ça a pas eu... J'ai coaxé papy-maman, mais t'as trop tard. Ouais, mais elle, ça a été un peu gars dans la vie, là, non? Ah ouais, mais là, lui, tout, il m'a fait comme si j'étais un petit frère, là. C'est ça, parce qu'elle a de Ouais. la testostérone, là. Ah, moi tout. Je suis gaga, moi. C'est ça, hein? Mais elle aussi, quand même. Ouais. Mais on a tout... Parce qu'on est proches, hein. Parce que présentement, moi, j'ai 41, Gabriel a 42, puis Ève, 39. 39. Puis c'était quoi votre rapport enfant, là? Étiez-vous proche? Bon, comme un frère et une sœur, voilà. Ouais, mais c'est ça. Hein, on se coltaillait pas mal. Ouais. Puis Ouais. vraiment, quand je suis arrivé au cégep, là, ben, même au secondaire, c'est vraiment le grand frère protecteur. Là. J'avais besoin de quelque chose, j'allais le voir. Fait que vous alliez à la même école, au Tout, secondaire? tout le monde, hein. On a tout été aux mêmes écoles. Moi, quand j'ai rentré à Polyvalente, Gabriel était en secondaire 3. Après ça, quand Gabriel était en secondaire 5, Ève était en secondaire 1, moi, je suis en secondaire 3. Ouais. On était toujours primaire, on allait à l'école à pied. Mais on avait chacun nos petites gangs, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants là, dans l'entourage, dans la rue. Tu sais, la rue, aujourd'hui, C'est désert, là, Toutes mais... des retraités, là. Tout Dans le retraité, temps, c'est ça. le rond-point, nous autres, on a joué dans le rond-point toute notre vie, là. Je veux dire, les bouches d'égout, ça a été le centre de notre vie, là. C'était soit ça pour donner le start quand on faisait des courses de rollerblade ou les buts quand on jouait au hockey. C'était vraiment tout le temps dans la rue ou dans le bois en arrière. Puis tu sais, la côte là, l'hiver. Ça, c'est notre terrain de soccer. Ouais, c'est On ça. avait des gros mollets. On est collé sur une montagne, là, de Lui, il roc. était parti en 3 skis du haut de la côte à un moment donné. Hey, il a fessé dans la maison, ça veut dire on a encore des traces. Encore une poque. Ouais. Mais c'est ça, c'est qu'on était proches, on a des activités. L'été, c'était le camping, mais avec Raina, que j'appelais tantôt, avec Marco, Anne-Louise, le loup qui a l'âge à Ève. Ouais. Tu sais, on était toujours ensemble, des activités. La natation, on a tout fait un peu. Ève, c'était le patinage artistique. Moi, après ça, j'ai fait du judo, du hockey. Mais tu sais, on était tout le temps dans une petite gang de sportifs. Gabriel, c'était natation full pin. Fait que, tu sais, on avait chacun nos activités. Ici, ben, ça, on était tous cordés au comptoir pour manger. Puis des fois, ben, ça finissait en... Il y en a une qui mangeait pas. Ouais. Trop énervé. Mais 3 de même autour d'un comptoir. Écoute, on était énervés, on avait du gaz, là. 2010, votre vie, vous frappez un mur de béton à combien de milles à l'heure, je ne sais plus. Plusieurs. Qu'est-ce que ça a changé les uns avec les autres? Qu'est-ce que ça a créé entre vous? Ben, ça crée un tsunami, je dirais, dans la famille, parce que il y avait en 2010, ben, c'est ça, tout comme ça a été mis sur pause le temps que le petit se remette sur ses pattes. Ben, bref, mauvais jeu de mots, mais quand même. Puis après ça, ben c'est ça. Ève, après ça, est rentrée à l'école de l'humour en 2012. Beaucoup d'attention sur Ève aussi, parce que là, tu sais, elle a réalisé son rêve, elle a gagné Cégep en spectacle, gagné le tremplin des Gelis, là, c'est ça. La boule, elle commence À rouler pour à elle, rouler hein? pour elle. Moi, je suis encore en train de réhabilitation. Fait que là, quand on vient ici, ben, on parle de moi ou on parle d'Ève. Et Gabriel est comme mis comme de côté dans l'ombre un peu, qu'elle a mal digéré, j'ai C'est vrai, l'impression. je peux parler de ça. C'est vrai Ouais. qu'elle a eu un bout de plus. Bout de plus rough parce que. Là, le nom, Master, elle dit, regarde, moi, j'ai compris ma place dans la famille. Elle dit, j'ai un frère handicapé et une sœur vedette. Fait que c'est sûr que c'est pas moi qui fais les manchettes tout le temps. J'étais quand même, mon Dieu. Elle a Dit été de capable même. de dire ça. Ouais, elle l'a nommé de même. Je suis quand même, mon Dieu. Mais tu sais, il y a eu des moments qui étaient comme plus
en sa défensive, plus grippette un peu parce que, tu sais, elle sentait qu'elle perdait sa place. Mais, tu sais, Eve puis moi, à Gaspé, ben, on sort puis on va jaser avec tout le monde, on les connus. Puis, Ouais, vous êtes très extrovertis, vous autres, de nature. Là. Ouais. Puis Gabriel est parti tôt, est parti d'ici après le cégep, pour faire l'université à Sherbrooke, puis elle n'est pas vraiment revenu. Nous, on est S, parce que quand j'étais jeune, elle avait ouvert la trail assez large pour Eve. C'était la sœur à Jean-Michel. Moi, je travaillais chez Provigo. Il a travaillé chez Provigo, tu as travaillé. Ouais, je suis arrivé chez Provigo, fait que là, tout le monde connaissait, puis là, des fois, tu sais, tu refais penser à ton frère quand tu fais une petite mimique de même. Puis après ça, j'ai travaillé au bar Le Brisbee, qui est la place à Gaspé. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai quand même connu pas mal de monde aussi, tu sais. Ma soeur, il y a moins de gens qui la connaissent. Ils savent même pas qu'on a une soeur souvent. Mais moi, je le nomme tout le temps, puis je veux dire, ma soeur, c'est ma meilleure amie, puis dans le public, elle est peut-être plus réservée, mais quand on est sur le party ici, c'est pas mal elle qui déplace quasiment le plus d'air. Mais tu me disais tantôt que tu te souviens d'une journée où tu étais assis là avec ton père puis ta mère, puis tu braillais, parce que là, toi, tes affaires décollaient pas mal en humour. Ouais. Puis t'avais de la peine, puis tu te sentais coupable de ça face à Jean-Michel. Ouais, je me sentais coupable de moi avoir accès à mon rêve, alors que lui, on y avait tout arraché ses rêves, tu sais. Je me rappelle, là, toujours, dans le temps des fêtes, puis je me sentais mal de tout ça parce que je commençais en février 2015 pour les Dion, mais j'avais la nouvelle en novembre 2014. Ma mère avait dit non, empêche, Jean-Michel, il voudrait que tu le fasses, c'est sûr, il faut que tu le fasses. Tu sais. Elle dit empêche-toi pas de faire ta vie. Mais je me sentais mal. Même on s'en était parlé. Ouais. Mais là, c'est ça, avec Lysian, c'était super parce que c'est là que j'ai commencé à écrire pour Eve. Ouais. C'est là qu'on a rodé du stock, puis c'est elle qui m'a ouvert la porte. Après ça, on a écrit des sketchs à la radio Énergie. Puis tu sais, ça a été une super de belle opportunité parce que tu sais, jamais j'aurais pensé écrire. Moi, à part écrire mon nom dans le bas d'un chèque, là, j'avais pas écrit grand-chose. Tu sais. Fait qu'elle m'a ouvert cette porte-là. T'as découvert ta plume? Ben oui, exactement. Puis après ça, j'ai écrit pour Gaspé, pour la radio ici. Puis après ça, il y a toutes sortes de projets qui en ont découlé. Mais ça n'avait pas été mon accident. Jamais j'aurais écrit de l'humour. Puis T'aurais même pas écrit un courriel, je sens? Tout. J'étais comme réfractaire à l'informatique. Mais Mais t'as même coécrit son show avec lequel elle tourne en ce moment. Ouais, là. on l'a pondu, tout le monde le sait ou presque, on l'a pondu au camp de chasse à mon père. Ouais, le fond de culotte, le squelette là, de ce spectacle-là, une fin de semaine. Fait qu'après cette fin de semaine-là d'écriture au camp de chasse, on dirait que ça t'a comme redonné un kick toi aussi parce que t'avais de la job, mettons. Tu sais, ça roulait, moi j'allais roder des trucs à lire, j'ai envoyé le texte le lendemain. Puis t'as pas encore TS, là. Non, je ne pas à l'école encore. Les journées étaient longues, là. Ben oui, un but qui était trippant, là, tu sais, d'écrire de l'humour, de faire rire le monde, puis elle a reçu ça quasiment la journée d'après que je l'ai écrit, puis en plus que moi j'écrivais en patte de mouche, là, c'était pas Jojo, là, j'ai de la misère à me relire des fois, de l'enthousiasme, ça allait bien. Là. Mais non, c'était vraiment le fun, puis c'était motivant, puis c'était le fun parce que je contribuais au rêve à ma soeur en même temps, puis non, c'était... En même temps, d'en découvrir un que tu savais même pas que t'avais. C'est ça. Puis toi, quand tu regardes ton frère, Eve, parce que là, nous deux, on parlait tantôt, toi et moi, lui et moi, on a parlé, mais là, d'être assis ensemble, là, quand tu regardes là, la vie de ton frère, le parcours de ton frère... C'est fou. J'ai l'impression d'avoir la meilleure... Tu sais, je dis pas que tu serais peut-être pas devenu cet être humain exceptionnel que tu es, mais t'avais une tendance à moins être... connecté. T'étais moins tête-cœur-corps. Tête-cœur-corps! Puis même toi, tu le dis que tu serais jamais devenu cette personne-là si t'avais pas eu l'accident. Ouais, je l'ai dit. C'est ça qui est bien maudit à dire parce qu'on n'aurait jamais voulu que ça y arrive. Puis... Mais non, évidemment. Mais avec du recul, c'est beaucoup de positifs aussi. Ben oui, beaucoup de positifs. Le négatif aujourd'hui, c'est en arrière. T'sais. On dit des fois, il y a des journées plus dures que d'autres. Là. T'sais, moi, j'ai mon dicton. Comme n'importe qui. Oui, mon dicton, là, il y a 4 saisons de marde dans la chaise roulante, puis l'hiver, c'est la pire. Ben l'hiver, c'est la pire. C'est dur. Mais sinon, tout va bien. La vie est belle. Je me réalise, puis tout est sous contrôle. On a la chance, en plus, d'être encore une fois soudés comme famille, la chance de vivre dans un beau milieu puis d'avoir des gens vrais autour de nous, fait que c'est super là. Sais-tu qu'est-ce qu'elle m'a dit de toi tantôt? Savais-tu ce qu'elle pensait de toi? Tu vas rire. J'ai paraphrasé mamie. Non, elle m'a dit mon frère, ben ouais, c'est mon héros. Savais-tu ça? Ben je savais un peu là. Non, parce que ça, c'est mamie qui avait dit ça, mais pour vrai, c'est ça là. De la façon que t'as attaqué l'épreuve. Ouais. T'as encaissé chaque coup. Là. J'ai une bonne mâchoire. Ouais, mais après ça m'amener... Ça te fait quoi d'entendre ça, Jean-Michel? Je l'ai déjà entendu, j'ai déjà dit aussi.
Mais ça pourrait être la même chose. Quand elle a fait des grosses choses, quand elle a animé, exemple, les Oliviers, je la texte après, j'ai trouvé ça super. T'sais. Elle aussi, en fin de compte, c'est mon héros parce que elle réussit dans tout. Puis Gabrielle aussi, elle a une grosse job, elle réussit dans tout. On est tous bons dans ce qu'on fait. Puis On est tous aime des... ça. Ouais, on a du chien. On a notre rêve. Quand on décide qu'on y va, c'est au bout. On y va. On y va. Merci. Merci, Marina. Merci, C'est Marina. super beau. Quand on rencontre quelqu'un et qu'on tombe amoureux, on ne s'attend pas forcément à devenir proche aidant du jour au lendemain. Comment Rosalie, la compagne de Jean-Michel, vit-elle cette réalité au quotidien? Comment trouve-t-elle sa place dans cette dynamique familiale déjà établie? Entre l'amour et les défis pratiques, comment gère-t-on les adaptations nécessaires dans leur vie de couple? Rosalie nous ouvre son cœur sur cette expérience unique, à la fois belle et exigeante. Rosalie Landry-Ouellette, bonjour. Bonjour. Je suis vraiment contente de te rencontrer. Je trouve que Jean-Michel, il est foutument chanceux d'avoir rencontré une fille comme toi. Faudrait dire, faut y rappeler. Je lui dis un petit peu quand même. Je veux juste préciser que ça fait 2 ans que vous êtes ensemble. Oui, tout à fait. Puis depuis décembre dernier, vous habitez ensemble. Oui, on a acheté une maison ensemble, oui. Vous avez acheté une maison. Fait que là, vous autres, vous êtes partis, vous avez des projets de vie ensemble. Tout à fait. Non, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai rencontré la plus belle personne que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Tu l'as vu, là? Ben oui. Charisme, il y a de la drive, tu sais. Fait que oui, on a des projets ensemble. Tu sais, moi, j'ai rencontré l'homme de ma vie, là, carrément. Au quotidien, c'est pas tout le temps rose, là, c'est sûr, comme n'importe quel couple, mais c'est sûr que le handicap, c'est sûr que ça crée des difficultés dans notre quotidien. Mais oui, je l'admire, tu sais, tout ce qu'il fait. Il est retourné à l'école, c'était un manuel, lui, puis là, il est rendu qu'il a un bac, là, tu sais, c'est pas rien, là. Puis tout ce qu'il a réussi à passer au travers dans sa vie, là, il fait des spectacles, il donne des conférences, tu sais, c'est vraiment... Il est connu dans Gaspé, là. Tu te fais allusion aux difficultés au quotidien. Ça serait quoi, les difficultés au quotidien pour vous? Ouais, ben moi, la proche aidante, je connaissais pas ça. En fait, moi, j'ai appris que j'étais proche aidante quand j'ai fait mes impôts. Parce qu'on m'a demandé, je réclamais un crédit d'impôt. Quand t'as fait tes impôts, j'adore ça. Ouais, c'est comme ça que j'ai appris que j'étais proche aidante. Mais au quotidien, tu sais, c'est sûr que nous, là, quand on s'est connus, Jean-Michel habitait en appartement au sol ici chez ses parents. Moi, j'habitais dans un 2e étage. Fait que là, on a été comme 1 an et demi où est-ce que faut jamais venir chez moi. Toujours moi qui étais ici. J'ai rentré dans une dynamique familiale aussi où est-ce que la famille c'était tissée serrée. Là, puis j'adore ma belle famille, ils sont exceptionnels. Mais quand tu as 27 ans, tu rencontres un homme, tu n'as pas envie d'être tout le temps avec sa famille non plus. Parce que c'était ça la réalité puisqu'il habitait ici. Ouais, c'était ça. Puis en même temps, c'est que il avait besoin d'aide. C'était pas adapté ici nécessairement. Fait qu'il avait besoin d'aide au quotidien un peu. Puis c'est ça. Fait que moi, je suis rentrée là-dedans. J'ai comme trouvé ça dur au début de faire ma place un peu. Puis ça a beaucoup aidé, tu sais, quand on a eu notre maison. Mais là, je vois un autre l'envers du décor un peu. Parce qu'ici, ses parents aidaient beaucoup. Là. On est à 30 minutes de route. Ben c'est moi qui fais tout, tu sais. Fait que... Ça veut dire quoi, je fais tout? Ouais, c'est ça. Ça voudrait dire quoi au quotidien, ouais? Ben c'est surtout... Comment dire? Tu sais, c'est ça. On est propriétaire d'un triplex. Fait que là, ben, il y a 2 appartements à gérer aussi. C'est pas lui qui va aller... driller une pôle, ou tu sais, c'est pas lui qui va sortir les poubelles, tu sais, peu importe. Ouais. Fait que, au niveau des tâches, c'est sûr que c'est inégal, mais c'est pas inéquitable, parce que c'est des choses qu'il peut pas faire. Sauf que, tu sais, on travaille les 2 à temps plein, fait que ça en fait beaucoup sur mes épaules. De la charge mentale qu'on appelle, ouais. Là. Fait que... mais en même temps, il fait ce qu'il peut, là, il fait... Oui, parce que c'est pas parce que c'est exact. pas un manuel, non. C'est qu'il est, il est immobile, hein? Je veux dire, c'est tellement réduit. Ouais. Exactement. Puis, tu sais, moi, je suis pas une personne qui est patiente d'avance. Fait que là, il y a ça que j'ai beaucoup travaillé avec lui aussi, tu sais. Quand on s'est rencontrés, moi, j'étais ultra indépendante. Je veux m'en aller à Québec une fin de semaine. Je décide, je m'en vais dans 2 heures, puis je suis partie, là. Fait que là, ben, quand on veut partir à quelque part, c'est toujours compliqué. Il faut faire des recherches. C'est jamais accessible nécessairement. Tu sais, c'est... Avec sa santé aussi, il y a des problématiques. Faut tenir compte de ça. Fait que... Quand on part à quelque part, c'est 20 minutes, là, le temps qu'ils descendent notre chaise élévatrice, qui se transforme dans la voiture, qui défasse sa chaise, etc. Fait que c'est toutes des petites choses, mais au quotidien, c'est des choses que moi, je n'étais pas habituée. Puis,
moi, je suis pas mère encore non plus. Fait que je connaissais pas ça, faire passer les besoins de quelqu'un d'autre avant les miens. Fait que c'est ça. Ça résume un petit peu là, au quotidien, mais tu sais, on a tellement de belles relations, je trouve tellement qu'on s'est bâti une belle vie, on a plein de beaux projets. Fait que c'est pas... c'est pas lourd tant que ça. Tu sais, des fois, Non, puis j'imagine... faut que j'aille prendre une petite respiration. Oui, parce que t'es humain, t'es une C'est humaine ça. comme n'importe qui va s'adapter, mais en même temps, j'imagine effectivement que ton chum, il doit le comprendre, il doit le voir, il doit l'apprécier aussi, tout ce que tu fais, parce que j'imagine que tu dois te sentir apprécié, il doit te le dire de temps en temps que « Hey, merci » ou si t'avais pas ça, peut-être que là, ça serait plus fragile ou... Oui, puis en même temps, tu sais, ça part aussi. Il m'aide, puis il me supporte à sa façon, tu sais. J'ai changé d'emploi récemment, puis ça a été vraiment un processus qui a été difficile pour moi, puis je l'avais pas eu. Tu sais, c'est mon rock, là. C'est Ouais. autant que je pense que je peux être le sien au quotidien, mais il est le mien aussi, là. Oui, c'est ça. Puis tu disais, moi, je savais pas que j'étais une proche aidante avant de faire mon rapport d'impôt. Mais en même temps, quand on te regarde, on se dit, ben oui, mais c'était évident hein, que tu allais être une proche aidante dans ta vie, là. Parce que d'habitude, on choisit pas d'être proche aidant. On le devient. Ouais. Mais dans ton cas, on pourrait quasiment dire, toi, tu l'as comme choisi. Oui, effectivement. Quand on y pense, c'est ça. Moi, j'ai pas connu Jean-Michel avant son accident. Fait que moi, je l'ai choisi. C'est devenu mon amoureux. Je suis tombée amoureuse de lui éperdument. Puis oui, il y avait déjà cet handicap-là. Puis je le savais, tu sais, que ça allait être ma vie. Tantôt, bon, on est devenus très intimes, Jean-Michel et moi, mais tu sais, veut pas, on le sait que le fait qu'il a plus ses jambes, donc c'est le bas du corps qui est immobile, là, qui ne ressent plus rien. Bien, on a parlé, évidemment, d'intimité, puis tout ça, puis on a discuté sur le fait que, tu sais, il y a plus que la sexualité dans un couple. Il y a tellement autre chose, puis je pense que vous l'avez, cette autre chose-là, mais il reste que ça aussi, c'est quand même un deuil dans ta vie. Comment tu vois ça, ou comment tu voyais ça, ou comment tu as abordé ça, toi, dans ta vie? C'est sûr, oui, tout à fait. Puis, tu sais, comme je te disais, moi, quand je l'ai rencontré, j'avais 27 ans, là, fait que c'est pas une période dans la vie où est-ce qu'on veut nécessairement mettre un X sur la sexualité. Non. Mais en même temps, il y a beaucoup d'autres façons aussi C'est ce que d'avoir j'ai dit. de la sexualité. Puis, tu sais, on découvre plein de choses. Puis, fait que comment je l'ai abordé? Bien, au début, on dirait ça me faisait pas grand-chose. Je me disais, c'est ça qui est ça. Puis... C'est autre Mais chose. C'est autre chose, Ouais. exactement. Fait que, ouais, c'est vraiment de l'aborder différemment. Puis il y a d'autres façons d'avoir du plaisir aussi. Tout à Puis fait. il y a, tu sais, c'est une communion de l'âme aussi, plus qu'une communion physique. Fait que, non, je pense que... Vous êtes ça se heureux passe dans bien. ça, Oui, on t'es est heureuse heureux, dans ça. effectivement. Puis c'est ça. Tu sais, l'important, c'est de quand même considérer qu'on a nos désirs quand même. C'est de les assouvir Tout à fait. Autrement. ensemble, mais autrement, découvrir des choses. Puis c'est pas la fin du monde. Là. Comme Non tu dis, plus. il y a tellement d'autres choses dans un couple que... C'est quand même important, mais c'est d'avoir l'ouverture de faire, ben garde, ça se passera pas comme c'est écrit dans un livre, Ouais. mais ça va se passer, ça va juste se passer autrement. C'est ça qui est Exactement. important, en fait. Oui, tu sais. tout à fait. Puis c'est pas parce que c'est pas le même type de sexualité que j'ai eu par le passé que ça peut pas me rendre heureuse, puis ça Exact. peut pas être gratifiant non plus, là. Je suis tellement d'accord avec toi. Puis en terminant, si on pense au futur, parce que, tu sais, il m'a dit des choses là, de votre futur puis de vos projets. Si je te demande à toi, le futur avec Jean-Michel, tu le vois comment? C'est sûr qu'on aimerait être parents, fait qu'on aimerait avoir un petit bébé. On aimerait, c'est ça, fonder notre famille, là, on a notre petit chien, on Oui. a notre maison, fait que on a chacun un emploi qu'on aime. Fait que je pense qu'on veut juste se faire une petite vie tranquille, faire des projets, puis avoir notre famille, puis... Dirais-tu que tu es Voilà. dans la plus belle période de ta vie? Ah, 100%. Ouais. Ah oui, hein. Non, c'est ça, je l'ai choisi, puis je le choisirais 100 000 fois encore, peu importe. C'est merveilleux. Merci, Rosalie. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment un beau couple en Merci, plus. Il c'est va être beau ce gentil. bébé-là. Quand on vit une situation comme celle de Jean-Michel et sa famille en Gaspésie, loin des grands centres urbains, comment fait-on? Quelles ressources sont disponibles? Y a-t-il des services adaptés aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap et de leurs proches aidants? Pour répondre à ces questions, j'ai rencontré Israël Le Guédard du Centre d'action bénévole Le Haut-Banc. Son expérience personnelle en tant que proche aidant et son travail auprès des familles comme Les Côtés nous offrent un aperçu précieux des défis et des solutions qui existent dans la région.
Bonjour Israël! Bonjour Marina, bienvenue chez nous. Merci, ça fait plaisir. Hey, fait-tu assez beau en plus? Ah, ça c'est une journée d'été, On est chanceux, comme on en ça rêve sent bon. en Gaspésie. Oui, ça sent bon en plus. Israël Le Guédard, je veux te dire d'abord merci de nous accueillir chez vous. Ça fait plaisir. Toi, tu es responsable du soutien aux proches aidants ici au Centre d'action bénévole Le Haut-Banc. Donc, on est à Gaspé. Tu as fait des études en théologie, donc pour être pasteur. Donc, est-ce que tu es pasteur? Oui, à temps partiel présentement et à demi-temps ici au Centre d'action bénévole aussi. Puis, gars, je vais faire un aparté, mais j'imagine que pour toi, tu te sens probablement pas mal plus proche de Dieu en faisant le travail que tu fais, j'imagine, aujourd'hui. Hein? Dirais-tu ça? Oui, mais en même temps, c'est parce que j'aime les êtres humains, j'aime les gens. Puis, tu peux pas aimer Dieu sans aimer les hommes. Ben, les êtres humains, je veux dire. Puis je suis curieuse. Qu'est-ce qui fait que tu avais quel âge quand tu as décidé de faire des études en théologie? 20 ans. 20 ans, c'est suite à la maladie de Crohn. Que toi, tu as eu? Oui. À 19 ans, j'ai été opéré d'urgence. Oui. Ici, à Gaspé, à l'hôpital. Puis, suite à ça, c'est comme si je pensais que ma vie était finie, hein, quand on a une maladie. Si jeune. Si jeune. Puis, j'ai fait des deuils, puis après ça, j'ai dit, je vais aller étudier, prendre un an en théologie. Alors, parle-moi de ce centre d'action bénévole, le Haut-Banc, ici à Gaspé. Ça fait combien d'années que c'est installé ici? Là? Une trentaine d'années, 30 ou peut-être 30 quelques années. Là. OK. J'ai oublié le chiffre exact, mais une armée de bénévoles qui s'est rassemblée pour servir la population, aider la population. J'avais entendu parler à l'époque, quand j'étais plus jeune, du centre d'action bénévole à cause de... ils ramassaient des denrées dans le temps des fêtes. Ouais. Fait que je participais à ces activités-là. Puis tranquillement, j'ai connu le centre d'action bénévole comme ça. Et comment tu t'es retrouvé ici, Israël, toi? Il y a eu un poste qui s'est offert, qui s'est ouvert pour la proche aidance, pour aider les proches aidants, partir le programme de soutien aux proches aidants ici à Gaspé. Puis ça m'a interpellé. Et à ce moment-là, j'avais déjà vécu des épisodes comme proche aidant. Donc toi, tu as été touché personnellement dans ta vie. Oui, ben je l'ai vu à 19 ans, comment j'ai eu besoin de mes parents. À ce moment-là, la première fois que j'étais malade, le diabète est arrivé aussi pas longtemps après le Crohn. Fait que tout ça, c'était des deuils que je vivais, puis mes parents ont été là, m'ont soutenu. Puis un peu plus tard, ben, c'était un peu à mon tour de prendre le flambeau, c'est-à-dire quand eux ont eu besoin d'aide. Mes grands-parents, entre autres, mes deux grands-parents sont décédés de la maladie d'Alzheimer. Puis, t'es devenu un proche aidant. Un proche aidant, je m'occupais de terrain. J'ai toujours baigné un peu dans ce domaine-là de la proche aidance, sans savoir que je l'étais. Oui, sans le savoir, c'est ça. Souvent, on l'est, on le sait pas. Puis des fois, on l'accepte pas non plus, parce qu'on se dit, ben non, c'est ma mère. Ben non, c'est mon ami. Ben non, c'est ma grand-mère. Oui, c'est comme si on le devait ça. Oui. Puis on le fait, mais il faut réaliser que c'est un rôle. Puis quand on prend conscience de notre rôle, c'est là qu'on peut aller chercher des outils pour être plus efficace dans ce rôle-là. Et c'est comme ça que j'en suis venu à vouloir m'impliquer, à accepter, premièrement, à appliquer sur le poste. Fait que quand on dit soutien aux proches aidants, donc ça se traduit comment ici dans le quotidien? Qu'est-ce que vous offrez comme service? Il y a beaucoup de services que le Centre d'action bénévole va offrir déjà aux personnes aînées et en situation de vulnérabilité, que ce soit au travers des repas congelés, la papa trop lente, qui est connue quand même au travers de Québec, puis plein d'autres services qui sont faits par nos bénévoles, l'accompagnement transport. Oui, parce que tantôt, juste en s'installant, il y a un couple qui sont venus chercher, on les a vus sortir avec des sacs d'épicerie. Exact. C'était des repas congelés, là, donc à moindre coût, là, c'est pas cher, c'est ça? C'est ça, c'est fait avec des cuisines communautaires locales. Donc des repas congelés, équilibrés aussi, là, tout ça est vérifié, approuvé et ainsi de suite. C'est là qu'on a nos repas congelés. Oui. Et nos rencontres d'équipe aussi, mais c'est aussi ici que... Wow, OK. Alors ici, on retrouve du pâté chinois, boule à la morue, filet de morue, on reconnaît quand même un menu gaspésien. Oui, on est en Gaspésie. Et que les gens passent une commande, nous on le prépare,
Puis il y a toutes Ils peuvent sortes venir la d'autres. chercher ou c'est livré une fois par mois. C'est ça. Hein? C'est un travail communautaire ou c'est des regroupements là, de gens qui font à manger, Oui, c'est ça? c'est des partenaires qu'on a. Des fois, c'est nos bénévoles qui vont le faire avec les cours du MAPAC, bien sûr, mais qui vont faire des repas. On a quelques équipes qui vont en faire, mais aussi on a une cuisine ici avec l'accueil Blanche-Goulet et l'ESSAD, le multiservice, qui est un autre organisme qui ont des cuisines dans un foyer de personnes âgées. Puis avec les cuisines, eux, ils nous fournissent des repas, puis on les a à moindre coût pour les offrir à ces coûts-là à la population en besoin. Donc, on s'en sert aussi auprès des proches aidants, c'est-à-dire un proche aidant a besoin de repos, a besoin de répit, a besoin des fois de juste décrocher de son rôle pour aller jouer aux cartes avec des amis. Aller prendre un café, Aller juste prendre un changer café. d'air. Hein? Ouais, Exactement, puis continuer une vie sociale. Ces repas vont lui permettre justement de poursuivre son aide et être plus efficace dans son rôle de proche aidant. Oui, parce que des fois, tu sais, déjà de constater le mot proche aidant, le terme proche aidant, c'est quand même particulier. Déjà de l'accepter qu'on puisse l'être. Après ça, d'accepter qu'on doit aller chercher de l'aide, on devrait aller chercher de l'aide. Puis de savoir qu'il y a de l'aide qui est offerte. C'est ça, en fait, notre mission aussi. Fait que j'imagine, même pour toi, quelqu'un qui arrive ici, là, comment tu pourrais me résumer, là, les gens sont un peu perdus, ils savent pas trop... Je vous dirais que malheureusement, la plupart qui vont arriver ici sont à bout. C'est-à-dire qu'ils ont épuisé tout ce qui pouvait se faire dans leur réseau. Puis là, ils cherchent de l'aide ailleurs. Ils en sont rendus là parce que souvent, ils n'ont pas compris leur rôle de proche aidant. Fait que quand tu comprends ton rôle, tu sais qu'il y a de l'aide qui va s'offrir. Tu peux aller chercher de l'aide, mais quand tu épuises tout ton réseau autour de toi, tes amis, tes frères, tes sœurs, tous les gens, parce que tu n'as pas compris que chacun peut faire partie de ce rôle-là, mais tu vas juste chercher leur énergie. T'as besoin. Fait que les gens arrivent comme ça, puis des fois, ils vont dire, ben, on sait plus quoi faire. Puis des fois, c'est que t'as personne autour de toi, puis t'es rendu à terre, puis là, tu fais, faut que j'ai un cri d'alarme aussi que je lance. C'est d'aller, t'entends parler, quelqu'un va te dire, tu sais-tu que tu peux aller te chercher de l'aide à tel endroit. Exactement. Donc, Puis on a au-dessus de 120 bénévoles ici. Juste les 120 bénévoles deviennent des porte-paroles pour nous, pour dire, quand ils voient des gens autour d'eux qui ont des besoins, ben, ils vont dire, ah, tu as déjà appelé au centre d'action bénévole? Ils font de quoi aussi pour les proches aidants? Fait que ça se parle beaucoup comme ça. Puis en région, ben c'est un peu ça aussi, là. On dit qu'on est tissé serré, là, les familles puis les gens. Mais en même temps, des fois, on connaît les besoins des gens avant même qu'ils viennent nous voir. C'est un peu particulier des fois aussi. Ben tout se sait aussi, hein. Oui. Dans un milieu, hein, des familles en difficulté parce que quelqu'un est malade, quelqu'un a eu un accident ou quelqu'un est vieillissant, ça se sait quand même, hein. Ça se sait rapidement. Ben, juste dans mon cercle d'amis, je jase avec mes amis. Puis des fois, ils me demandent qu'est-ce que je fais comme travail. Je travaille, j'explique un peu tout ça. Puis tout d'un coup, ben, je suis proche aidant à moi. Au moins, ils sont déjà dans ce chemin-là de la demande de proche aidance, de la demande d'aide. Il y a de l'aide psychologique aussi, j'imagine. Est-ce que vous avez, vous ici, parce que dépendamment des endroits, mais des fois, il y a des groupes qui peuvent se réunir pour parler, témoigner, ça aussi, hein, du support psychologique. Oui. Là, on est présentement beaucoup plus dans la sensibilisation de la population à c'est quoi le rôle de proche aidance. On a commencé à faire des journées ressourcement pour les proches aidants. On voit des conférences qui vont venir prochainement aussi avec des proches aidants, non juste avec des gens de l'extérieur qui viennent raconter leur expertise, mais on veut des gens qui l'ont vécu, puis que pour eux, ça a été enrichissant. Fait qu'on a déjà, on est en pour parler, puis on regarde voir qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Puis je suis toujours prêt à discuter avec les gens, parce que l'écoute, c'est probablement la première chose qu'on doit faire. Une écoute active, parce que tu peux arriver puis sortir donner des solutions que eux sont même pas encore rendus là dans leur propre conception. Oui. Même Israël, tu dis, là, des fois, eux autres sont même pas encore rendus là. Hein? Donc, ça dit davantage à quel point c'est des étapes, tout ça. Hein? Devenir un proche aidant, être un proche aidant, là, c'est des étapes. Puis souvent, ce que je trouve particulier, c'est que les gens ont déjà une partie de la solution en eux ou autour d'eux. Ce qui nous reste des fois à faire, c'est juste de prendre conscience des étapes où ils en sont rendus, puis jusqu'où ils peuvent aller, puis les accompagner là-dedans. Je pense qu'il y a un gros travail d'accompagnement. Puis ça, pour avoir un terme plus
je dirais pas scientifique, mais médicale, c'est de l'écoute psychosociale. Ouais. Mais j'aime pas appeler ce terme-là vraiment. J'aime mieux parler d'écoute active, puis de les aider à trouver une solution, justement, des fois dans leur réseau, puis tout ça. Tu disais, il y a des regroupements, parfois ici. Là, ça ressemble à quoi, donc, si... comment ça se passe, là? Mettons, j'arrive ici, moi, un matin, puis je vous dis que je suis vraiment à bout du rouleau, là, au bout de mon rouleau, puis que j'ai besoin d'aide, d'assistance. Mais la première chose, c'est qu'on va s'asseoir ensemble. Oui. Puis on va discuter. On va voir c'est quoi le réseau qui est autour de la personne, du proche aidant. C'est quoi aussi le besoin de l'aider, parce qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Ouais. Oui. Je regarde ça sur l'agenda. Mais pas de problème. Moi, mercredi prochain, l'avant-midi est disponible. Mais si j'ai vraiment besoin, moi, je peux aller avant. Là. C'est parfait mercredi? Ben oui, je passe vous voir. En les écoutant, ben, tranquillement, on veut les diriger vers les ressources, les bonnes ressources selon les besoins. Ouais. Comme je disais, il y a plusieurs organismes qui sont ici. Tantôt, j'ai parlé de la Société Alzheimer. Ouais. Ben, c'est souvent un partenaire important avec nous. Parce qu'il y a quand même, dans l'approche aidance, il y a souvent 60 à 70% des gens qui vont venir, c'est au travers des maladies de perte cognitive, donc qui sont proches aidants. Faut les mettre en lien selon les besoins qu'on voit. Puis vous, comme organisme, là, comme un centre donc d'action bénévole, quels sont vos défis à vous, Israël? Parce qu'on veut aider, on veut toujours aider les gens, mais j'imagine que vous êtes limité parfois dans vos capacités. Ça se traduit comment, vos besoins à vous, pour pouvoir aider? Je dirais que premièrement, c'est que ceux qui travaillent ici, ce sont des gens de cœur. Puis, c'est des gens qui auraient peut-être pu faire des salaires beaucoup plus élevés dans d'autres types d'emplois ou dans d'autres réseaux. C'est des choix. C'est des choix. Hein? C'est des gens qui ont voulu être aidés déjà. Donc, quand on travaille dans le communautaire, c'est parce qu'on veut aider les gens. Et ça vient avec des défis. Puis c'est souvent le financement des organismes qui est un défi. On ne sait jamais si, après X années, si ça va être renouvelé ou pas. Fait qu'on vit un peu avec ça, mais on peut dire que c'est un moindre mal parce que c'est pas ça qu'on va regarder. Mais c'est pas ça qui va vous empêcher d'aider, c'est ça? Non, hein? mais c'est quand même une réalité. Oui. En tant qu'organisme, parfois, on doit aller même dans l'autofinancement, c'est-à-dire faire des levées de fonds, des choses comme ça. De votre propre chef, là, puis de faire, ben là, on manque, ça nous prend 1000 $, là, on va faire Exactement, on va demander à du un monde. souper bénéfice, on va faire, en tout cas, ce qu'on peut, les idées vont sortir. On a quand même un CA, parce que chaque organisme est géré avec un CA, et le CA va beaucoup nous accompagner là-dedans, puis, fait que c'est des défis à toujours faire, puis de faire connaître aussi le communautaire, c'est que c'est souvent une porte d'entrée avant de tomber dans le réseau, dans le réseau de la santé. Ouais. Et puis quand je dis porte d'entrée, c'est que on peut être longtemps dans le vestibule avant d'être obligé d'aller dans le réseau de la santé. Ouais. On prévient, on aide les gens à rester à domicile, on permet ces choses-là en tant qu'organisme communautaire. Avec les autres organismes qu'il y a ici, ben c'est un peu le même défi qu'eux vont avoir à vivre, mais on doit s'entraider comme ça. C'est pour ça qu'on est ensemble dans un bâtiment comme ça qui va nous permettre d'avoir des loyers un peu plus abordables pour justement servir la population. Ça prend du monde débrouillard, en fait, parce que ce que j'entends depuis tantôt, Israël, c'est de dire, nous autres, on n'attend pas après le réseau. On va prendre les choses en main, on se regroupe, on s'entraide entre nous, parce que les besoins sont urgents, là. On peut pas attendre des semaines et des mois. Hein? C'est ce qu'on comprend, là. C'est quand même un gros partenaire, mais eux ont leurs propres défis, puis parfois, ben c'est des défis qui sont souvent dans la bouche des gouvernements. Puis le communautaire devient un peu moins dans la bouche des gouvernements, mais les gens, quand ils veulent pas nécessairement tout de suite aller en institution. Ouais. Ils veulent pas aller dans des places comme ça. Tu sais, pour prévenir l'épuisement, parce que toi, tu es vraiment sur le terrain à tous les jours, là, puis tu accueilles les gens avec leur situation, leur détresse, leur épuisement, leurs limitations aussi. Comment on peut prévenir ça comme proche aidant? Il y a moyen de prévenir ces choses-là. Ouais. Si tu avais des clés à me donner, mettons les 3 clés les principales... voici les 3 principaux conseils que je voudrais donner. Ça serait quoi? Qu'est-ce que tu nous dirais, Israël?
comprendre ton rôle de proche aidant. Ça, c'est la première. C'est Qui veut dire quoi? Comprendre ton rôle de proche aidant. Que lorsque tu es dans un rôle de proche aidant, c'est qu'il y a une personne qui dépend de toi. Puis cette personne-là, ça peut être ta mère, ta conjointe, ça peut être c'est souvent quelqu'un de très proche, là. Ton enfant. Ton enfant, oui, ça peut être, c'est ça, c'est quelqu'un souvent qui est très proche, mais c'est quelqu'un qui va, tu peux pas envisager l'abandonner. Je pense à mes grands-parents quand ils ont été l'Alzheimer. Pour moi, c'était pas, bon, on va y placer, puis on... Non. C'était inconcevable. C'était inconcevable de juste dire, ils sont là, puis il y a quelqu'un qui s'occupe d'eux autres. Donc, si on parle de tes grands-parents qui étaient atteints d'Alzheimer, pour toi, c'était inconcevable. Ce que j'entends, c'est que c'était inconcevable de les placer puis de faire, ben là, ils sont en sécurité. C'est ça, il y a quelqu'un qui s'occupe d'eux autres, puis on les oublie, puis on verra aux funérailles. Oui, c'est ça. Il y a une routine, il fallait qu'il continue. Au début, il jouer au Scrabble avec elle, mais à la fin, comme avec ma grand-mère, mais à la fin, on avait adouci les jeux, on avait mis des jeux un peu plus simples. Puis, on se parlait avec mes frères, mes sœurs, ceux qui pouvaient y aller. C'est ça. Faut regarder autour d'abord, qui est là, la famille. Est-ce que la famille peut m'aider? Est-ce que j'ai de l'assistance? Donc, comprendre son rôle d'aidant. Comprendre les outils qu'on a déjà là, dans notre panier, mettons. Ouais. Donc, l'acceptation, on passe par là aussi. Oui, puis c'est pas facile parce que c'est la partie la plus difficile. Parce que quand tu es quelqu'un que tu aimes, au début, tu penses que tu le dois à cette personne-là. Puis, je veux pas enlever ce sentiment-là parce que c'est vrai, à quelque sorte, ben oui, ton mari, ton enfant, exactement, c'est toi qui vas en prendre soin. Puis bien souvent, cette personne-là, elle veut que ce soit toi qui prennes soin d'elle aussi. Hein? On veut pas que quelqu'un d'autre s'occupe de nous autres. On veut que ce soit nos proches. Donc, définir notre rôle, l'accepter. Oui, puis ensuite, être prêt à aller chercher de l'aide. Quand on a compris notre rôle puis on l'accepte, mais là, on peut savoir qu'on a des lacunes dans ce rôle-là. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. C'est pour ça que là, quand tu as accepté ton rôle, tu es prêt à aller chercher de l'aide parce que là, tu sais que tu vas faire ta partie, puis la partie qui est à d'autres va rester. Oui, parce qu'au départ, tu sais, j'aime ça le rappeler de temps en temps, mais je pense que comme proche aidant, au départ, on veut tous les rôles. Parce qu'on veut être là entièrement pour cette personne-là. Puis des fois, les gens sont malades pendant des mois, voire des années. Hein, des 5 ans, des 10 ans, des 15 ans. Puis il y a des situations où si tu as un enfant paraplégique, un enfant autiste de haut niveau, ben là, c'est toute ta vie, en fait. Fait qu'il faut aller chercher des outils pour nous aider parce qu'on n'y arrive pas, en fait. On peut pas porter tous ces chapeaux-là tout le temps. Hein. Exact. Puis les parties qu'on peut pas faire, c'est pas de l'abandon. C'est simplement que quelqu'un va être capable de le faire mieux que soi-même. Puis quand on accepte ça, ben la personne qui vient aider à ce moment-là va le faire mieux que soi-même. Puis c'est ça, souvent, on se pense Superman jusqu'à temps qu'on tombe. Oui, puis des fois, on se relève pas non plus. Exact. Hein. Puis l'autre affaire que j'ai compris à travers les années avec notre balado sur les proches aidants, c'est qu'on porte tous les rôles, on veut porter tous les rôles. Puis mettons là, que la personne décède, là, ton aidé, là, c'est la personne que t'aides va décéder. Ta vie après, là, il y a des gens qui font des burn-out, qui font des dépressions, il y a des gens qui s'en remettent jamais parce que ça a tellement pris toute la place dans notre vie qu'on se retrouve après comme si on n'avait plus rien à faire. Alors que si on prend soin de nous, si on se donne du répit, du recul, mais ça va faire aussi qu'on est plus en santé puis qu'on va être un meilleur aidant. Tu sais, moi, je me souviens quand ma mère est tombée malade, au début, c'était très difficile là, pour elle d'accepter. C'était un drôle de mot, là, mais c'était difficile d'être malade puis d'accepter cette maladie-là. Puis ça a été difficile entre nous aussi, là. Tu sais, ma mère, elle perdait ses capacités puis on trouvait ça difficile toutes les deux. Bref, je suis allée consulter, moi, une psychologue qui était spécialiste du deuil et qui, elle, s'occupait autant des gens qui étaient malades, qui étaient en deuil de leur santé, que les familles qui accompagnaient, en fait, ces gens-là malades. Et je me souviens que j'avais besoin de ça parce que je me disais, je veux être une meilleure aidante. Je veux être un aidant je veux être plus efficace auprès de ma mère. Tu sais, je veux savoir comment gérer cette situation-là. En fait, ce que j'avais besoin, c'est d'être capable d'être une meilleure aidante, tu sais, pour essayer de l'accompagner dans des moments de crise aussi, parce que il y a toutes sortes d'étapes. Puis je me souviens que cette psychologue-là m'avait dit, tu sais, Marina, faut que tu t'imagines dans une voiture, puis que d'habitude, probablement que c'est toi qui es dans le siège du conducteur, puis c'est toi qui tiens le volant. Mais maintenant, il faut que tu acceptes d'être dans le siège du passager, puis c'est ta mère qui conduit.
puis il faut que tu suives son rythme à elle. Tu sais, on veut qu'il mange, on veut qu'il prenne des marches, on veut qu'il soit en forme. Tu sais, tu te manges pas assez, tu marches pas assez. À un moment donné, il faut arrêter de faire ça. Moi, je le faisais avec ma mère, par amour, évidemment. Mais il faut accepter le rythme de la personne qui est malade. Fait qu'il y a tout un cheminement là-dedans. C'est pas quelque chose qu'on maîtrise si facilement. Ça s'apprend, puis c'est ça qui fait qu'on a besoin d'aller chercher de l'aide, en fait. Non, c'est ça. C'est plus notre agenda qui est mis de l'avant, c'est l'agenda de l'autre personne. Puis le sien ne pourra pas être changé selon le nôtre parce que leur rythme de vie, leur façon de vivre, elle change avec différents petits deuils qu'ils font. Puis on doit faire les mêmes deuils. Si on revenait aux défis, Israël, c'est quoi les défis que tu rencontres le plus souvent dans ton travail là, comme centre d'action bénévole? Qu'est-ce qui revient tout le temps, peu importe la situation? Là? Les principaux défis, on est une région quand même dans une extrémité du Québec. Hein, et ça amène quelques défis à ce niveau-là, c'est-à-dire on n'est pas nécessairement bien représenté. Tous les organismes ne sont pas tous représentés. Tous les services ne sont pas nécessairement offerts ici. Bien, les régions éloignées, là, c'est le problème à la base des régions éloignées. Ouais. Des fois, juste pour un cancer, on doit faire 4 heures de route juste pour un traitement, puis après ça, revenir avec la fatigue, puis tout ça. Ouais. Fait que les proches aidants qui usent là-dedans, qui travaillent là-dedans, bien, qui doivent aller porter quelqu'un, l'accompagner, puis après ça, revenir ici. Déjà là, c'est beaucoup de temps à donner. Pour plusieurs, on a décidé de rester ici. Parce que c'est ici qu'on est élevé, c'est ici qu'on est. Puis il y en a d'autres qui sont greffés à la région en tant que nouveaux arrivants, puis ils ont aimé ça. En étant un hôpital aussi loin en région, bien, ça apporte un certain roulement de personnel. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont venir travailler un bout de temps, un coup qu'ils vont avoir assez d'expérience, ils vont retourner plus proche de leur propre famille. Donc, il y a un manque de stabilité au niveau du personnel, au niveau des services. Oh oui, puis ceux qui sont là font le possible. Là. J'enlève rien aux gens qui sont sur place. Même juste au niveau des travailleurs sociaux, au niveau avec qui on a affaire souvent, il y a eu un roulement, puis un roulement encore incroyable. Donc, les nouveaux qui arrivent, puis qui sont là pour quelque temps, ils n'ont pas nécessairement à connaître toutes les ressources qu'il y a en région déjà dans le milieu communautaire. Et à ce moment-là, ils ne feront pas de recommandations aux gens qui ont des besoins d'aller vers le communautaire. À travers l'histoire de Jean-Michel, tu connais Jean-Michel, en fait? Oui, pendant quelques années, on a fait de l'improvisation dans la Ligue d'improvisation de Gaspé. Oui. Fait qu'on a joué un contre l'autre aussi, entre autres. On a joué ensemble, puis là, je suis arbitre, donc je l'ai arbitré. Mais c'est un peu aussi beaucoup à travers son histoire à lui que tu t'es rendu compte de ce qui manquait, en fait. C'est vrai, ça? Oui, j'ai été beaucoup sensibilisé à sa réalité. La réalité, des fois, des gens qui à mobilité réduite. Entre autres. Puis, on a parlé de bien des choses. Par exemple, certains deuils qu'on a dû faire dans nos vies. Moi, avec la maladie, lui, avec l'accident, puis sa perte de mobilité. Ouais. Donc, vous vous êtes connus dans des circonstances où vous viviez tous les deux des choses très personnelles, en fait. Aussi. Exact. Lui, il fallait qu'il aille vers des défis. L'improvisation, on a dû adapter, par exemple, l'improvisoire. Commander une rampe, faire des rampes, à toutes les fois qu'on vérifie quelque chose ou on veut faire un après-match ensemble, il faut trouver un endroit où c'est accessible pour lui. Puis ça m'a beaucoup sensibilisé à sa réalité. Juste Jean-Michel, s'il veut aller manger au resto, je me rappelle, il y a un resto qui avait ouvert l'été passé. Moi puis un autre ami, on a dit, on va aller voir si Jean-Michel veut venir. Il a fallu qu'on se rende, qu'on mesure le seuil de porte pour voir s'il pouvait passer. Puis finalement, on avait réussi à dire oui, il va pouvoir venir. C'est un problème qui revient souvent beaucoup partout au Québec. Hein? Les capacités, l'accessibilité aux lieux pour les gens justement qui ont des problèmes de mobilité réduite. Là. C'est quelque chose qui revient vraiment beaucoup souvent, ça. Hein? Oui, parce qu'on pense souvent à personnes âgées qui vont avoir une canne ou une marchette. OK, ça peut marcher quand il y a un petit seuil de porte. Mais quelqu'un qui est vraiment juste en chaise roulante, 6 pouces, ça ne passe pas, là. Je te lance un petit défi en terminant. Je te donne une feuille de papier. Tu peux, mettons, j'imagine ta liste d'épicerie, elle serait longue de même, mais mettons, là, de façon réaliste, si tu avais à faire des demandes auprès des gouvernements qui nous écoutent, qui nous regardent, de dire, nous, là, à Gaspé, là, Centre d'action bénévole, voici là, le top 3 de ce qu'on a besoin. Mettons, là, à Gaspé, là, accessibilité, des rampes d'accessibilité pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on rajouterait sur cette liste-là? Aider aussi nos aînés à demeurer à domicile le plus longtemps possible, parce que c'est leur désir.
Donc, avoir des gens, adapter un peu plus le système de la santé pour que les médecins puissent se rendre un peu plus, et non pas juste selon certains critères, mais qu'ils puissent se rendre chez les gens, justement, pour leur offrir des soins. Ça demande du temps, ça demande de Pour l'humanité. réorganiser le système, en fait. Hein? Oui, c'est ça. C'est pas si sorcier que ça. Ben, Là. si on veut avoir des services, mais peut-être aller plus vers les services de proximité et non pas centralisés. Puis que tout le monde se ramasse à un endroit, des fois, pour avoir des soins, mais c'est pas adapté parce qu'après ça, les gens doivent sortir de leur maison pour se rendre. Puis il y en a que c'est tout Difficile. un travail, sortir de la maison. C'est un projet, là. C'est un projet. Ouais. Fait qu'on a besoin de quelque chose de plus. C'est pour ça que le communautaire est si utile, parce qu'il y a cette proximité chez les gens. Comme nous, si on a quelqu'un qui fait une demande, il ne peut pas se déplacer à nos bureaux. On va le voir. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ça. Et si tu avais une autre phrase à mettre, un autre service à mettre sur ta liste? Dans tes rêves les plus fous, là, laisse-toi aller, tu as la chance de le dire. Hey, moi, là, quand j'arrive ici, j'aimerais ça tellement voir ça. Est-ce qu'il y aurait une façon de... On a parlé de proximité, mais rendre l'argent plus à proximité des gens et non pas centralisé. Je sais que la population est plus grande à Montréal qu'à Gaspé. Mais quand on voit les besoins qu'il y a en région... sont aussi grands que Montréal. Aussi grands qu'à Montréal. Sûr. Ben oui. Ben, merci beaucoup. Merci, Israël, de nous avoir ouvert les portes de votre service, cette réalité-là ici à Gaspé. Puis on vous souhaite que ces rêves-là, que ces souhaits-là se réalisent. Merci de faire aussi connaître le Québec dans toute sa splendeur, puis aussi dans tous ses besoins.